Bonjour, cher monsieur Nicolas Mirkovic, d'avoir accepté ma proposition de me donner un entretien pour ma chaîne YouTube. Je vous ai déjà expliqué le but de ma démarche, mon essai en ce qui concerne cette chaîne YouTube, et c'est pourquoi je vous en suis très reconnaissant de m'accorder un peu du temps, étant parfaitement conscient du fait que vous êtes en général très occupé. Alors, je vous propose un entretien à l'égard d'un sujet un peu oublié de nos jours, malheureusement, mais c'est un sujet auquel nous devrions accorder de plus en plus d'attention parce que c'est un épisode qui, malheureusement, se répète aujourd'hui. Voilà la guerre de l'Ukraine et maintenant, nous prenons toutes les mesures, nous essayons de défendre les valeurs de l'intégrité européenne, de la tolérance, de l'acceptance, mais nous avons oublié un peu que la même chose a eu lieu il y a beaucoup d'années, plus exactement en 1999. C'est une tragédie de l'histoire récente à laquelle personne ne fait référence de nos jours. Et je ne peux pas comprendre pourquoi. Bien sûr, je regrette beaucoup la souffrance de n'importe quel peuple sur la face de la terre. Je suis très empathique avec la souffrance de tous, mais il me semble très correct que nous soyons solidaires les uns avec les autres, quoi qu'il en soit l'espace où a lieu une tragédie. Avant de commencer à parler de la guerre du Kosovo, s'il vous plaît, de vous présenter un peu. Parce que je vous en serais très reconnaissant si vous pouviez nous donner quelques détails en ce qui concerne votre personnalité et les lecteurs, ceux qui seront intéressés, pourront apprendre à cette manière quelque chose, un peu plus d'informations en ce qui concerne votre personnalité. D'accord. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je serai très honoré, toujours très heureux de pouvoir parler de ces discussions et de partager cet avis à travers le monde. Et donc, je vous remercie pour cette invitation. Nicolas Mirkovic, j'ai 50 ans, j'ai un papa qui est yougoslave, serbe. Ma maman est normande de française. J'ai beaucoup déménagé quand j'étais petit. Je suis père de famille, marié évidemment. Et j'ai été éveillé, on va dire. J'ai commencé à m'intéresser de très près à la géopolitique dans les années 90, quand il y a eu les premières guerres en Yougoslavie. Et c'était difficile pour moi parce que j'étais yougoslave à l'époque et français, mais je n'ai pas vécu en Yougoslavie, j'étais en France. Et je sentais que l'information que je recevais à travers les médias français n'était pas tout à fait exacte. En tout cas, quand j'en parlais avec de la famille ou des amis en Yougoslavie, il y avait des informations qui m'échappaient. Bon, je trouvais ça très, très triste qu'il y ait ces guerres en Yougoslavie. Petit, quand j'y allais très souvent. J'allais régulièrement en vacances en Croatie. Je me déplaçais dans la Yougoslavie. Je n'avais jamais eu de problème. Et je m'étais intéressé, mais voilà, sans plus. En 99, en revanche, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. En 99, l'OTAN a, de manière complètement unilatérale, décidé de bombarder la Yougoslavie à l'époque. C'était donc ce qu'il en restait, la Serbie et le Monténégro. L'OTAN a décidé de bombarder sans aucune autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec des moyens terrible. Vraiment, l'OTAN est de loin la plus grande organisation militaire de l'histoire de l'humanité en termes de puissance, on va dire, de force de frappe. Elle s'est attaquée à la Yougoslavie, qui sortait de quasiment 9 ans de guerre, 8 ans de guerre. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la géopolitique, à beaucoup m'instruire. J'avais commencé à avoir une bonne idée à la fin des guerres de Croatie, de Bosnie-Herzégovine. Et là, au Kosovo, je me suis dit, c'est pas normal. Donc, j'ai décidé, avec ma jeune épouse française à l'époque, d'aller à Belgrade où nous étions bouclier humain, c'est-à-dire que l'OTAN avait comme cible essentiellement les cibles civiles. Et ça, on ne le rappelle pas souvent. La guerre, l'OTAN reprochait à la Yougoslavie la guerre au Kosovo, qui est au sud de la Serbie. Et pourtant, l'OTAN a bombardé toute la Serbie, aussi bien la Voïvodine, Novi Sad, Belgrade, Šabac, toutes les grandes villes ont été bombardées. Et ce sont essentiellement des cibles civiles, des ponts, des aérodromes, des gares, un hôpital, l'ambassade de Chine. Enfin bref, il y a beaucoup de cibles qui ont été bombardées. Donc, je suis allé sur place pour dire que j'étais contre cette politique de bombardement. Je ne voulais pas de la guerre en Europe. Nous avons déjà eu 2 guerres mondiales entre peuples européens qui nous ont fait énormément de mal. Et il ne fallait surtout pas rouvrir la porte. Donc, je suis porté volontaire pour être bouclier humain. Donc, on restait sur les ponts en se disant que si l'OTAN bombardait le pont, bon, bah, il aurait bombardé à des civils et on était pas mal d'étrangers, donc ça aurait peut-être fait un peu de bruit. Il n'y a pas eu de pont bombardé pendant que j'étais, en tout cas pas le pont sur lequel j'étais moi, ni mon épouse. Et après ça, j'ai décidé que j'allais vraiment continuer le combat
parce que c'était injuste, illégal. J'ai vraiment commencé à m'instruire et je vais terminer sur cette partie-là. En 2004, il y a eu au Kosovo un pogrom. Donc, on pense que les pogroms, ce sont des faits qui datent du Moyen-Âge, de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un pogrom au Kosovo où, pendant plus de 24 heures, des extrémistes albanais se sont attaqués aux Serbes. Donc, c'est après 99, brûlant leurs maisons, détruisant plus d'une trentaine d'églises, chassant les Serbes. Et à partir de ce moment-là, je dis là, je ne pouvais plus laisser passer. Je ne pouvais pas juste lire, m'instruire, m'informer. Je devais m'engager encore plus que ce que j'avais fait en 99. Et j'ai monté en France avec un ami une association pour aider les Serbes et les minorités du Kosovo. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait de l'humanitaire. Donc voilà, pour faire très, très court, depuis 2005, je fais de l'humanitaire au Kosovo. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Martyr du Kosovo, où j'explique, parce que j'ai compris au bout d'un moment la matrice américaine, ce que les États-Unis voulaient faire, la responsabilité de l'OTAN, l'atlantisme, ce que c'était, pourquoi est-ce que c'était dangereux pour l'Europe, pourquoi est-ce que ça a débouché tout le temps sur la guerre. Donc, j'ai écrit le livre Le Martyr du Kosovo, qui a été traduit en français, qui a été traduit en italien, qui a été tiré à 3 exemplaires en France. Et en 2014, quand j'ai vu ce qui se passait en Ukraine, j'ai créé une autre association. Donc, je continue dans Solidarité Kosovo, qui s'appelle Ouest-Est, dont le but principal est de rapprocher les Européens de l'Est et de l'Ouest, parce que je pense que nous avons une même civilisation, nous avons une même culture, nous avons beaucoup de choses en commun, dans un monde avec des dynamiques qui changent, avec une démographie africaine qui est très importante, avec l'Asie qui est en train de prendre on va dire la tête de l'économie mondiale, en tout cas il était important pour les Européens de s'organiser, mais pas forcément au sein de l'Union européenne, qui ne répond peut-être pas aux aspirations des Européens, mais qui était important de rapprocher les Européens, parce que je voyais bien qu'il y a des puissances étrangères qui veulent nous diviser. Je vous remercie de votre première réponse très détaillée, parce que vous m'avez donné de vous connaître moi aussi beaucoup mieux de la manière dont j'ai réussi à vous connaître jusqu'à présent, et je vous en suis très reconnaissant pour ça. Nous pouvons nous concentrer maintenant l'attention sur la guerre du Kosovo. Mais premièrement, nous devrions prendre en compte la signification de l'ex-Yougoslavie, parce que la Yougoslavie a été un grand pouvoir pendant la période communiste, si je peux dire ainsi, avec beaucoup de territoires qui ont été perdus par la volonté du qui. Je ne pourrais pas donner une réponse, je ne voudrais pas m'ériger dans une instance morale de ce point de vue. Mais en tout cas, nous devrions peut-être nous souvenir un peu de la signification du rôle que jouait par la Yougoslavie pendant la période communiste et surtout du rôle joué par le président Tito. Voir maintenant, quand je suis roman, par exemple, de temps en temps, j'aime voyager en Serbie parce que c'est un pays que j'admire beaucoup de points de vue spirituels, culturels. Par exemple, je pense toujours à la personnalité du saint Nicole Velimirovic, qui est très important, fortement et beaucoup apprécié en Roumanie aussi. Et aussi au patriarche Paul, qui a été peut-être un grand saint de la spiritualité orthodoxe serbe. Et donc, chaque fois que je peux entrer en Serbie, à la douane avec notre pays, je vois écrit sur une petite colline Tito. Donc, ça veut nous dire que Tito était fortement apprécié par les Serbes et il est encore apprécié par la Serbie contemporaine. Donc, nous ne pouvons pas ignorer le rôle que ce président jouait dans l'histoire de la Serbie, de Yougoslavie et aussi de l'Europe. Et c'est pourquoi je voudrais vous demander quelle a été la signification, à votre avis, de l'Yougoslavie pendant la période communiste, parce que c'était une période un peu florissante pour ce pays. Et d'un certain point de vue, croyez-vous que la Serbie ait été ciblée par quelqu'un afin de perdre de son pouvoir, de sa force en Europe en général? Oui, Tito a un rôle qui est compliqué, donc comme dans pas mal de pays de l'ex-bloc communiste. En gros, n'oublions pas que les partisans de Tito et les tchétniks de Draža Mihailovic se sont battus ensemble contre les nazis. Il y a eu une lutte vraiment très importante dans l'ensemble de l'ex-Yougoslavie, qui était à l'origine un royaume. Et c'était un royaume qui était fondé sur une réflexion qu'il y a eu entre les différents Slaves du Sud, qui ne voulaient plus d'occupation. Les Serbes avaient été sous l'occupation ottomane, les Croates et Slovènes avaient été sous l'occupation autrichienne, puis austro-hongroise ou hongroise. Et il y avait cette volonté vraiment de construire un État
de différents peuples, mais qui sont très proches, hein, un Croate et un Serbe. Si on devait les distinguer vraiment, si un étranger devait les distinguer, ça serait parfois très, très compliqué de voir où sont les différences aujourd'hui, parce qu'aussi bien la langue, la culture, la nourriture, ce sont deux peuples très, très spirituels, aussi assez religieux. Les Croates sont catholiques et les Serbes orthodoxes, mais ce n'est pas évident de faire la différence pour un étranger. Donc, il y avait un fondement là-dessus. Tito, quand il a pris le pouvoir après, a tout fait pour évincer la résistance monarchiste. Il y a eu des purges qui ont été réalisées. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a même eu des affrontements entre tchétniks et titistes, partisans. Et après la guerre, Tito a bénéficié aussi de cette situation de l'après-guerre, globalement au niveau européen, ou en tout cas, en France, on parle des 30 Glorieuses, d'une époque où on produit, on se reconstruit. Tito a eu cette idée, je pense, qui était pas trop mal d'être non aligné ni sur Moscou, ni sur Washington. C'est-à-dire que quand on dit non aligné à cette époque, c'est qu'il discutait aussi bien avec les deux, il recevait de l'aide des deux, il exportait avec les deux. Et globalement, pour quelqu'un qui ne fait pas de politique ou quelqu'un qui n'est pas religieux, on peut dire que la Yougoslavie était plutôt une période agréable. C'est-à-dire que s'il y avait de quoi vivre, il n'y avait plus la guerre, les gens partaient en vacances, tout le monde avait un emploi. Le problème, c'est qu'une société ne peut pas vivre que de consommation et de confort matériel. Donc, du coup, il y a quand même c'était une période qui était assez difficile pour ceux qui avaient une opinion évidemment différente de celle de Tito. Le début du règne de Tito, c'était très difficile, très dur avec l'Église. Donc, les églises étaient ouvertes, c'était moins grave d'être chrétien en Yougoslavie qu'ailleurs, mais c'était quand même très surveillé, on encourageait l'athéisme, c'était une période qui n'était pas très florissante, on va dire, d'un point de vue religieux. Pour revenir à la deuxième période, donc du coup, quand Tito meurt, en plus, il ne laisse pas vraiment d'héritier. Et comme il a géré le pays un peu d'une main, peut-être pas de fer aussi fort que dans d'autres pays, eh bien, le pays s'est écroulé parce qu'il n'a pas vu venir l'arrivée du libéralisme américain, enfin de l'ultralibéralisme américain, de la fin des 30 Glorieuses, des crises des années 70. Il n'avait pas d'héritier, le pays commençait à être très endetté et de plus en plus endetté vis-à-vis de l'Ouest des États-Unis. Sur la deuxième partie, est-ce qu'il y en a qui voulaient détruire la Yougoslavie? Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, donc ça c'est plutôt dans les années 90. Quand dans les années 90, l'ensemble, en 1991, le jour de Noël dans le calendrier grégorien, l'URSS meurt, beaucoup de pays de l'ex-bloc communiste commencent à se rapprocher de l'Ouest. Enfin, en tout cas, ils étaient déjà approchés, mais veulent rentrer dans le groupe, on va dire, atlantiste. Ils doivent rentrer d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. Et c'est un projet, donc du coup, on a les pays baltes, on a la Pologne, on a la Hongrie, on a beaucoup de pays qui suivent ce chemin. Il y a un pays qui n'est pas intéressé par ce chemin, qui est la Yougoslavie. La Yougoslavie dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, ceux qui veulent être communistes sont communistes, ceux qui veulent rentrer dans le bloc atlantiste peuvent rentrer dans le bloc atlantiste. Nous n'avons d'intérêt ni pour l'un ni pour l'autre, nous restons la Yougoslavie. Et ça, c'est un discours qui n'était pas entendable par Washington, qui voulait à ce moment-là, qui s'est composé en hégémon de la géopolitique et qui voulait faire rentrer tout le monde, en Europe en tout cas, dans son giron. Le projet, on a des documents des années 80, donc déjà bien avant la chute de l'URSS, des États-Unis signés de Reagan, où ils veulent que la Yougoslavie bénéficie de plus d'argent en contrepartie. Il faut qu'elle dénonce les communistes ou les mouvements, on va dire, trop socialistes dans les réunions des pays non alignés. Et il y a cette volonté de faire main basse la Yougoslavie. Donc, du coup, on encourage la Yougoslavie à suivre le même chemin. La Yougoslavie résiste. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ont fait les atlantistes? Ce qu'ils font souvent, ils se sont appuyés sur des divisions historiques. Et on sait que la Croatie, la Bosnie-Herzégovine ont reçu des mouvements à l'intérieur. Donc, en Croatie, les Croates, en Bosnie-Herzégovine, les Croates et la majorité musulmane ont reçu de la formation, de l'aide militaire de la part des États-Unis, de l'OTAN pour faire sécession. Je vais vous donner un exemple qui est très concret. Vous avez en 1991 différentes discussions. On voit que la Yougoslavie est fragile. Donc, il y a quand même, et ça c'est la réalité, des volontés séparatistes. Les Américains n'ont pas inventé cela. Cela existait, cela datait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les Croates et les Bosniaques étaient du côté des nazis. Ils avaient des volontés de pays. Hitler a donné aux Croates un pays très, très grand qui englobait même une partie de la Bosnie
et Herzégovine, certains nationalistes dans ces pays-là voulaient renouer avec ce court, léger héritage donné par le Troisième Reich. Et donc, du coup, il y a des frictions qui sont réelles. En plus, la Yougoslavie, comme je l'ai dit, était pauvre. Donc, quand vous avez de la pauvreté, quand vous commencez à avoir des sentiments nationalistes qui naissent et que vous avez en plus des puissances étrangères qui l'incitent, vous avez le cocktail malheureusement parfait pour des guerres civiles. Et donc, la Yougoslavie est pauvre. Ils veulent affaiblir la Yougoslavie. Et donc, en 91, vous avez les Croates, les musulmans et les Serbes qui se mettent d'accord. Ils signent un accord de paix. Ils disent, bon, voilà, on voit bien que la Yougoslavie ne fonctionne plus bien. Il y a des volontés de séparatisme. On ne veut pas la guerre. Et c'est je ne sais plus comment s'appelle l'accord, c'est peut-être Carrington-Cutillero. Je pense que c'est ça le nom de cet accord. Les trois signent. Ils rentrent en Bosnie, à Sarajevo. Ils disent, voilà, il n'y aura pas la guerre en Bosnie-Herzégovine parce qu'on va découper la Bosnie-Herzégovine sur des lignes ethniques, mais on ne va pas faire la guerre. Le président des Bosniaques musulmans, Alija Izetbegović, qui était lui-même un ancien sympathisant des Mladi Muslimani, c'est-à-dire les jeunes musulmans qui étaient proches des mouvements de jeunesse du Troisième Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale, lui va voir l'ambassadeur américain en Yougoslavie, Warren Zimmerman. Il sort de la réunion avec Zimmerman et il déchire l'accord. Il retire sa signature. Il dit, nous ne reconnaissons plus cette signature. Quelque temps après, la guerre éclate, une guerre terrible, des dizaines de milliers de morts, des familles qui sont déchirées, parce que dans la Yougoslavie de Tito, vous avez même avant, vous aviez des catholiques avec des musulmans, avec des orthodoxes. L'islam de Bosnie-Herzégovine est un islam assez light, pas très, on n'avait rien à voir avec le wahhabite qu'on voit se développer aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est l'influence des États-Unis qui a encouragé cette division. Et à la fin, on juge en arbre à son fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? La Yougoslavie a été traversée de plusieurs guerres, Bosnie-Herzégovine, Croatie, plus tard Kosovo. Le Monténégro a été détaché de la Serbie alors que c'est une terre historique, une partie de la Macédoine aussi. Et vous avez quasiment tous ces pays aujourd'hui qui sont des pays indépendants, petits, faciles à contrôler, qui sont quasiment tous rentrés dans l'OTAN ou qui vont bientôt rentrer dans l'OTAN et qui sont quasiment tous aussi ou en voie de rentrer dans l'Union européenne. Donc, à la fin, les Atlantistes sont arrivés à leur objectif par la guerre. Et maintenant que tout le monde est rentré ou une bonne partie sont rentrés dans l'OTAN, dans l'Union européenne, ou en tout cas ont été influencés par la pensée atlantiste, pour Washington, le sujet est clos. Pour autant, vous avez encore des dissensions ethniques en ex-Yougoslavie. Vous avez encore beaucoup de pauvreté, de chômage. 40% de la population en Bosnie-Herzégovine est au chômage. Au Kosovo, au sud de la Serbie, un tiers de la population des jeunes, de la population étant en dessous du seuil de pauvreté. C'est une extrême pauvreté. Donc, vous avez encore beaucoup de pauvreté. Vous avez encore des problèmes de crimes organisés. Et les situations, je veux dire, ne sont pas forcément réglées. Je pense que si vous faisiez des enquêtes dans les différents pays des Balkans, il y a une partie de la population, comme partout, qui est aisée, qui s'en sort bien. Le reste a du mal. Il y a beaucoup d'émigration. Et donc, le problème social n'est pas réglé pour autant, mais les pays sont rentrés dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Donc, l'agenda des États-Unis a été… enfin, en tout cas, les Américains sont arrivés à leur fin. D'un autre côté, peut-être nous devrions faire référence à la personnalité du président Slobodan Milošević aussi. Peut-être lui aussi, il a été un peu responsable, je ne sais pas, vous savez mieux que moi, donc je ne veux pas exprimer une opinion de ce point de vue. Comme vous le savez, il a été jugé par le tribunal international, condamné à la mort pour les crimes contre l'humanité. Mais en tout cas, soit que nous aimons ça, soit que nous n'aimons pas ça, mais nous devrions avouer, nous devons reconnaître l'histoire, comment s'est-elle passée, c'est-à-dire l'importance de la personnalité du président Slobodan Milošević. Je me rappelle, j'étais seulement un petit enfant. Je pense que j'avais alors, en 1999, seulement 13 ans. Et j'entendais les nouvelles à la télé et je me demandais, mais pourquoi Slobodan Milošević ne fait rien ou peut-être il veut faire quelque chose, mais il n'est pas laissé. Bien sûr, je n'avais pas une connaissance politique, donc je ne pouvais pas comprendre quelque chose. Maintenant, après quelques ans d'apprentissage, de recherche, parce que je me suis beaucoup occupé de l'histoire récente, prenant en compte surtout l'Holocauste et le communisme aussi, je me suis rapporté à la tragédie du Kosovo aussi parce que
Je m'ai toujours dit, c'est pas normal d'ignorer la souffrance de quelqu'un. C'est pas Mhm. normal ça. D'habitude, nous nous concentrons sur la souffrance de quelqu'un en favorisant cette souffrance, mais nous oublions la tragédie des autres. Et la tragédie est universelle, soit que nous parlons de la tragédie de l'Holocauste, soit que nous parlons du génocide rwandais, etc. Toutes les tragédies sont les mêmes. Et la tragédie du Kosovo reste pour moi quelque chose d'important, de très important, et je veux néanmoins faire connaître, voir de nos jours ces tragédies. Donc, après quelques ans de recherche, j'ai trouvé de nouveau un livre, mais malheureusement, je ne me rappelle pas le titre. C'était dédié au Kosovo et à la personnalité du Slobodan Milosevic. Et l'auteur, que je pense qu'il était un auteur américain, mais il essayait d'être impartial et bien sûr, il disait très souvent les États-Unis sont coupables pour la tragédie du Kosovo, pour la tragédie de la Serbie. Les Américains auraient dû rester là-bas à la maison, pas attaquer et bombarder la Yougoslavie. Mais d'un autre côté, il accusait Slobodan Milosevic que lui aussi, il a été un tortionnaire pour son propre peuple, car il n'a rien fait pour changer quelque chose en bien en Yougoslavie. Et Slobodan Milosevic était, à son avis, l'une des causes principales qui ont contribué à la destruction de la Serbie. S'il vous plaît, de me dire quel est votre avis de ce point de vue. Votre remarque est très intéressante. Milosevic est le président donc, du coup, de la Yougoslavie. Lui, il voit son pays se disloquer. Il est un ancien communiste, il est le président de la République socialiste soviétique la Fédération des républiques socialistes de Yougoslavie. C'est un socialiste, c'est un ex-communiste, on peut le dire. Lui, il n'a pas compris le jeu. Il n'a pas compris le grand jeu des Atlantistes. Il n'a pas vu ce qui s'est passé. Et donc, du coup, il y a plusieurs choses qu'on peut porter à sa charge. Concernant le tribunal, il n'a jamais été condamné. Il a été amené au tribunal. Ils ont essayé de le juger. Au bout de je ne sais plus combien de temps, il est resté 4, 5, 6 ans au tribunal. Il est mort sans avoir jamais été condamné. Ce qui est déjà, on dit long. Si tout ce qu'on lui reprochait était vrai, je pense qu'on aurait trouvé de matière à le condamner plus tôt. Il est mort sans être condamné, mais il est mort au bout de plusieurs années. Je ne le dis pas parce que je suis un grand défenseur de Milosevic, mais parce que je pense qu'il y a, en ce qui concerne la Yougoslavie et l'ère de Milosevic, beaucoup de problèmes de communication. Milosevic s'est dit, j'ai des problèmes dans un pays, dans mon pays, la Yougoslavie, que je vais gérer. C'est mon droit régalien en tant que président de la Yougoslavie de gérer les problèmes. Il n'y a pas à avoir d'ingérence dans mon pays. S'il y a des émeutes raciales à Watts, en Californie, ou en Philadelphie, suite à la mort d'un prisonnier, là, il pourrait dire, ce n'est pas la Yougoslavie d'envoyer des forces armées pour obliger les Blancs et les Noirs à s'entendre. S'il y a des problèmes dans un autre pays du monde, ce n'est pas à la Yougoslavie d'intervenir. Les problèmes entre Yougoslaves doivent être gérés entre Yougoslaves. C'est ce qu'il se dit. Donc, du coup, c'est ce qu'il fait. Et il est, en faisant ça, dans son droit légitime et il respecte toutes les conventions internationales. Lui défend la Yougoslavie. Dans l'armée yougoslave, vous avez des Serbes, bien évidemment, mais vous avez aussi, en tout cas au début, des Croates, vous avez des Bosniaques, l'armée yougoslave et l'armée de tous les Yougoslaves. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent face à des armées sécessionnistes. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des armées sécessionnistes? C'est le sujet qui est compliqué. Et je ne suis pas en train de dire est-ce que ces sécessions sont légitimes ou pas. Il y a l'histoire, mais il y a une volonté, en tout cas d'une partie des différents peuples de Yougoslavie, de faire sécession qui se constitue en armée. Si en France, demain, des Normands s'érigent en armée sécessionniste et qui se disent, attendez, nous, il y a 900 ans, nous étions indépendants, la situation avec la France se passe très mal aujourd'hui, il y a de la pauvreté, il y a de l'inflation, ils vont être jugés comme des terroristes. Est-ce que la Yougoslavie ou la Serbie aujourd'hui serait légitime pour envoyer des troupes et bombarder la France parce qu'il y a un sujet entre Normands et Français, ou entre Corses, ou entre Bretons, enfin d'autres peuples qui pourraient être sécessionnistes? Ça, c'est la position de Milosevic. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, on est dans l'ère déjà de la communication. Et Milosevic n'a pas vu la trame que menaient les Atlantistes contre lui. Dans les années 90, dans toutes les rues de Paris,
Bernard Kouchner, qui était président d'une association normalement humanitaire, Médecins du Monde, a mis partout des pancartes avec Milosevic et Hitler. Dans la presse, Milosevic était l'incarnation d'Hitler. Milosevic était déjà on va dire le bouc émissaire idéal des Occidentaux. Milosevic, tout ce qu'il faisait était forcément mauvais. Il n'y avait pas de vision objective. Or, moi je vous le dis, sa situation était très difficile parce qu'il avait des poussées sécessionnistes, une partie qui était spontanée, ça c'est certain, mais il avait aussi de l'influence étrangère. Et lui, il a cru qu'il pouvait se défendre avec le droit international. Lui, il a cru qu'il pouvait se défendre avec la constitution yougoslave. Il n'a pas compris qu'il avait affaire à des forces qui étaient plus puissantes que sa propre constitution. Il a forcément donc commis des bévues. Il aurait dû agir autrement et comprendre qu'il y avait cette force internationale qui était internationale, en tout cas atlantiste, qui était très influente chez lui. Et il a fait comme si, de toute manière, lui, il avait le droit de son côté. Et ça, malheureusement, on ne peut plus le faire dans les guerres modernes. Il faut prendre en compte là le point de vue des médias, il faut prendre en compte la force de frappe du soft power des atlantistes, et il n'a pas fait. Quand il a dit un célèbre discours au Kosovo, parce qu'au Kosovo, on y reviendra tout à l'heure, les Serbes, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se font petit à petit évincer. Ça a commencé bien avant, on en parlera, mais en tout cas, il y a un ostracisme anti-serbe, des Serbes qui sont chassés de chez eux. Il fait un grand discours qui rassemble des dizaines de milliers de personnes sur le champ du Kosovo-Polier, et il dit, en Yougoslavie, les Serbes doivent être protégés au Kosovo. Et il continue, et donc du coup, il fait ce discours. Toute la presse occidentale dit, regardez ce discours de l'ultranationaliste, du fasciste Milosevic. Milosevic est un socialiste, il est membre de la Ligue antifasciste, mais dans l'Occident, comme il a fait un discours en disant que les Serbes doivent être protégés au Kosovo. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que les Serbes sont attaqués au Kosovo, ils sont chassés de leur maison, il y a des vols, il y a eu des viols de Serbes. Il dit ça, l'Occident, l'Ouest, prend que la partie, on va défendre les Serbes du Kosovo, regardez, c'est un nationaliste. Ce qui est faux. Dans ce même discours, Milosevic dit tous les peuples de la Yougoslavie doivent vivre ensemble. Il faut apprendre à tous les peuples doivent vivre, on est tous yougoslaves, on est tous dans le même pays, on doit défendre les droits de chacun. Il le dit dans ce même discours. Cette partie du discours n'est jamais partagée dans les médias occidentaux. Donc, on fait tout pour donner une mauvaise image. Et même quand Milosevic dit quelque chose de particulièrement bien, de bien fondé, de sensé, eh bien, ça ne va pas être colporté ou rapporté dans les médias occidentaux qui sont, eux, en train de mener une guerre médiatique. Les Yougoslaves n'ont pas compris très, très bien l'intérêt de cette guerre médiatique à l'époque et Milosevic non plus. Donc, à sa décharge, il a un pays qui est pauvre, un pays qui essaye d'être déchiré de l'extérieur, et lui, de son côté, il n'avait pas les moyens financiers je pense, pour résister longtemps, et en plus, il avait un bulldozer médiatique en face de lui. Je ne vais pas en faire donner l'image d'un saint, mais je pense que sa situation était extrêmement compliquée. Il est encore apprécié aujourd'hui parce qu'il a, par rapport à d'autres, on va dire, responsables politiques dans le monde, il n'a pas plié le genou. Et quand l'OTAN a dit « on va vous bombarder », eh bien, il a dit « allez-y, on attend, nous, on ne plie pas les chines ». Et je pense qu'aujourd'hui encore, si les Serbes ont pu avoir une position forte dans les Balkans et ont pu encore défendre le Kosovo, c'est parce que Milosevic a dit non, l'OTAN, qui est la plus forte puissance militaire de tous les temps, attaque la petite Yougoslavie qui sort de 9 ans de guerre, 8 ans de guerre, et résiste. Et les Serbes se sont retrouvés derrière Milosevic. La campagne de l'OTAN visait à séparer les Serbes de Milosevic, à vraiment opposer le peuple à Milosevic. Et même les anti-Milosevic, et j'en connaissais plusieurs, pas mal, se sont ralliés derrière lui en disant parce que nous, on règle les problèmes entre nous, on ne va pas laisser l'OTAN nous bombarder, nous diriger. Pendant quasiment 78 jours, les Serbes ont résisté contre l'OTAN, ce qui est quelque chose d'assez incroyable. Quand il y avait des milliers de sorties aériennes, les ponts détruits, des maternités, des écoles, comme je le disais tout à l'heure, et les Serbes ont dit non, 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 on résiste. Au bout d'un moment, ils ont dû arrêter, mais le symbole est quand même assez fort. Mais si aujourd'hui, le Kosovo n'est pas reconnu par l'ONU comme un pays indépendant, c'est grâce à cette résistance qui a été menée par Milosevic. Donc, il a encore cette reconnaissance de la part de beaucoup de personnes en Serbie.
C'est très bien le fait que vous avez apporté quelques éclairages en ce qui compte qui entourait la personnalité du Slobodan Milosevic. C'est très bien ça parce que nous avons, et en général, la conscience contemporaine a le droit de connaître la vérité, pas juger du point de vue moral. Et sincèrement dit, surtout nous les Européens, et qui me connaissent, c'est très bien que je suis une personne qui fait tout ce qu'il peut pour défendre les valeurs de la tolérance universelle. Et je suis convaincu de la valeur de la conscience européenne, mais pas de la valeur de la conscience européenne contemporaine qui cache presque toujours la vérité. Attention, je ne suis pas un jugeur moral, je ne veux pas faire ça parce que je sais très bien que tous les êtres humains sur la face de la Terre ont propres limites. Mais je veux seulement mettre en évidence une vérité cachée, une vérité qui est tenue cachée, je ne sais pas par quelle raison, et je ne veux pas exprimer une opinion de ce point de vue, c'est pourquoi je préfère inviter des gens qui connaissent beaucoup mieux la vérité que moi. Moi, je peux la connaître seulement en utilisant les livres, parce que mon art principal est représenté par les livres et bien sûr par mon pouvoir d'écrire. Et c'est C'est la meilleure des ce armes. que je peux faire, oui. Et en général, j'ai discuté avec une étudiante de moi et je lui disais, je ne détiens aucune arme en ce moment, mais la seule arme que j'utilise fréquemment, c'est l'arme de la prière, de la croyance et de la beauté que j'aime entièrement, infiniment, et que j'essaie de la transmettre à chaque personne qui vient chez moi ou à chaque personne que je peux rencontrer. Et c'est très bien parce que maintenant, nous savons quelque chose tant soit peu qui regarde la personnalité d'un président qui a été peut-être, ou mieux dit, à qui a été injustement attribué une image négative. Peut-être il n'a pas été un héros négatif, mais nous devons tenir compte du fait qu'il était tout seul et qu'il ne pouvait rien faire devant un phénomène qui se manifestait, non? Dans les temps respectifs dont nous parlons maintenant. Donc, nous voulons discuter de la guerre du Kosovo. Mais peut-être avant de faire ça, nous devrions mettre en évidence un peu la signification culturelle, spirituelle, surtout spirituelle du Kosovo. Et c'est pourquoi je vous serais très gré si vous pouviez parler un peu de ces choses. Qu'est-ce que représente le Kosovo en Europe en général et quelle est son importance spirituelle et culturelle parmi les pays et les régions de l'Europe? Le Kosovo, donc à l'origine, Kos, ça veut dire le merle en serbe. Kosovo, c'est qui appartient au merle et c'est un chant. Quand les Serbes parlent de Kosovo, enfin, ce n'est pas un chant, pardon, c'est un petit territoire qui est dans une région méridionale de la Serbie. Kosovo, c'est une plaine, pardon, c'est une plaine, et la plaine du merle. C'est très important pour les Serbes parce que les Serbes, dans l'histoire, se sont développés. Donc, les Serbes qui sont construits donc, avec l'arrivée des Slaves au 6e, 7e siècle dans des Balkans où il n'y avait plus beaucoup de personnes. L'Empire byzantin avait encore besoin d'aide, d'inviter des Slaves à venir s'installer. Les Serbes s'installent assez rapidement, plutôt sur l'Adriatique, autour de l'actuel Monténégro, ce qui s'appelle à l'époque la Rassie. Ils vont se développer, ils vont grandir, et puis il y a une famille, une dynastie qui va particulièrement aider les Serbes à grandir, qui est la dynastie des Nemanić. Sous la dynastie des Nemanić, la Serbie va vraiment grandir. Elle va aller quasiment de la mer Adriatique, quasiment jusqu'à la mer Noire. Ce qui est important dans l'histoire serbe, c'est que c'est autour des Nemanić, donc du coup que la Serbie va développer sa langue, sa culture. Les Serbes vont se définir comme un peuple chrétien, éminemment chrétien, et la capitale va se déplacer donc de la côte adriatique plutôt vers ce qu'aujourd'hui au Kosovo. Donc, en plein dans cette région du Kosovo, qui est aujourd'hui, pour que les auditeurs aient une image, fait 11 000 km². Ce n'est pas très grand. Et la plaine est même beaucoup plus petite que ça. C'est une plaine qui est enchâssée dans les montagnes. C'était un point stratégique, puisque du coup, c'est par la plaine que vous passez entre les différentes montagnes. C'est une région qui est riche. Et autour de cette région, les Serbes vont vraiment construire leur royaume. Dans ce royaume, dans ce territoire dont on parle aujourd'hui, il y a plus de 1000 monuments, monastères, croix de l'époque médiévale que les Serbes ont érigés pour montrer leur foi chrétienne. Et donc, du coup, ils ont aussi créé leurs universités, ils ont créé tous les attraits, les attributs d'un État qui était puissant. La Serbie, au Moyen-Âge, est un des États les plus puissants des Balkans.
Et au Kosovo, il va y avoir un incident particulier très important pour les Serbes. L'Empire ottoman, qui se développe et qui conquiert progressivement toute la partie, enfin tout l'ancien empire byzantin, va arriver aux portes du royaume de Serbie. En 1326-1362, aux batailles d'Andrinople, plutôt à Bursa, les Ottomans avancent très rapidement et ils arrivent à la fin du XIVe siècle au pied du royaume de Serbie. Et donc, ils veulent soumettre la Serbie, le royaume, et ils proposent, en 1389, le sultan Mourad Ier propose au prince Lazare, qui est un… Alors, à cette époque-là, il faut comprendre que il y a eu un empire serbe, l'empire des Serbes, des Grecs et des Albanais d'ailleurs, et qui n'a pas duré longtemps. Malheureusement, comme beaucoup de grands rois ou de grands monarques, la succession est un peu compliquée. Et suite à cet empire, il y a plusieurs princes qui dirigent plusieurs endroits de ce royaume serbe. Et vous avez un prince, le prince Lazare, qui gère le sud de la Serbie, qui discute avec Mourad par des envoyés officiels. Mourad dit, soumettez-vous, convertissez-vous à l'islam, soumettez-vous et je vous laisserai en paix. Lazare fait un songe, et donc ça c'est dans l'histoire serbe, ça s'est maintenu. Lazare fait un songe mystique. Et il voit qu'il peut gagner le paradis terrestre, donc du coup être très riche, avoir plusieurs femmes, être comblé de joie purement terrestre, et il peut vivre. Ou alors qu'il peut mourir, mais il pourrait gagner le paradis céleste, être auprès de Dieu, être auprès des saints. Et lui, il convoque toute la chevalerie serbe et il dit, j'ai fait ce songe où on peut vivre, on va se battre, soit on se bat, soit on ne se bat pas, et on vivra très bien sous le sultan Mourad Ier, ou alors on se bat jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, mais on gagnera le paradis terrestre, on sera avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les chevaliers disent, on vous suit. Donc, ils vont à la guerre. Pourtant, la principauté serbe est très puissante, il y a l'Empire, mais elle est beaucoup moins puissante que l'Empire ottoman, qui est en plus dans une dynamique de conquête assez impressionnante. À la bataille du Kosovo, il y a une bataille très, très connue. Donc, en 1389, la bataille de Kosovo-Polier, le champ des Merles. Il y a une énorme bataille entre Ottomans et Serbes. Et il y a tellement d'Ottomans qui meurent qu'on croit que la Serbie a gagné. Les cloches de Notre-Dame de Paris sonnent en annonçant une victoire de la chrétienté. C'est vous dire à quel point le nombre d'Ottomans meurt. Le sultan Mourad Ier est tué par l'intrépide Miloš Obilić qui franchit les lignes ennemies et arrive dans la tente du sultan et le poignarde à mort. Mais la réalité est que énormément de Serbes meurent également lors de cette bataille et qu'une bonne partie de l'aristocratie serbe et des chevaliers meurent. Et que c'est une victoire ottomane. C'est une victoire en trompe-l'œil pour les Serbes parce qu'il y a beaucoup d'Ottomans qui sont morts, le sultan aussi, mais sur le long terme, cette bataille affaiblit les forces serbes et les Ottomans vont continuer à grimper. À peu près 60, il leur faudra beaucoup de temps, plusieurs décennies, pour conquérir toute la Serbie, mais ils vont finir par soumettre la Serbie. Selon où vous vous trouvez en Serbie, entre 1 siècle et 5 siècles, les Serbes ont vécu sous l'emprise des Ottomans. Au Kosovo, dans cette petite région dont nous parlons, pendant quasiment 5 siècles, les Serbes ont vécu comme des dhimmis, c'est-à-dire qu'ils étaient des sujets de seconde zone. Ils n'avaient pas le droit de porter des armes, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans l'administration, ils payaient différentes taxes, le Karaj, qui est un impôt foncier, la jizya, qui est un impôt pour qu'ils aient la protection de la part des Ottomans. Ils payaient le devshirme, c'est-à-dire en turc, ça veut dire la cueillette. C'est-à-dire que les Ottomans arrivaient dans les différentes familles et prélevaient, devshirme, c'est prélever, c'est faire la cueillette. Ils prélevaient les garçons qui étaient en bonne santé, qui étaient particulièrement vifs, on va dire intelligents. Ils les kidnappaient et ensuite ils allaient les convertir de force à l'islam et les faire rentrer plus tard dans l'administration ou dans les fameux corps d'élite des janissaires dans l'armée. C'était un moment très, très difficile, terrible. Hein. On a Constantin Mihailović, qui est un janissaire, raconte comment est-ce que le comportement de ces troupes-là dans différentes villes à l'égard des chrétiens, à l'égard des Serbes, c'est une situation de souffrance pour l'ensemble du peuple serbe. Mais pendant cette époque-là, les Serbes n'apostésient pas. Ils gardent leur foi. Ils sont dhimmis, ils sont pauvres, mais ils chantent
Et il compose des poèmes, des pesmés, qui sont très connus, et dont certains disent que on pourrait les comparer à l'Iliade, mais des chants de résistance, et qui glorifient les hauts faits de leurs chevaliers qui n'ont pas apostasié. Leurs chefs n'ont pas apostasié. Si vous voulez, ça a créé, ça a forgé, cette occupation a forgé l'âme de résistant des Serbes. Il était déjà avant, mais ça a endurci les Serbes et ça a forgé, donné une âme de poète, et ça a aussi forgé cette résistance de on ne cède pas sur l'essentiel, c'est-à-dire la foi. Et ils vont donc, du coup, pendant plus de 5 siècles, de famille en famille, les Serbes vont chanter les hauts faits des 9 frères Jugovic. Ils vont célébrer Milošević, dont je parlais tout à l'heure, qui est allé tuer le sultan. Donc, du coup, dans ces chants, dans toute cette culture, dans tout ce folklore, donc, qui ont été appréciés, admirés par les frères Grimm, par Bacon, par Mickiewicz, le Vates polonais. Donc, du coup, c'est vraiment ces poèmes, je vous encourage à vous les procurer, à les lire, ont forgé le caractère des Serbes et les ont aidés à résister parce que régulièrement, tout au long de ces 5 siècles, ou entre 5 et 1 siècle, selon où vous vous trouvez dans la Serbie actuelle, les Serbes sont régulièrement soulevés. Ils se sont soulevés contre l'Empire ottoman. Ils ont été un sujet très compliqué pour les Ottomans. Vous me direz, dans les Balkans, beaucoup de pays se sont soulevés. Mais ils se sont soulevés et ils n'ont pas apostasié, ils n'ont pas renié. Et ils se sont dit, un jour, nous récupérerons le Kosovo. Nous récupérerons le Kosovo parce que c'est autour du Kosovo que les Nemanić ont construit le royaume de Serbie. Et comme ils étaient occupés, ils se sont dit, la libération viendra que quand nous aurons récupéré tous les territoires qui nous appartenaient avant l'arrivée des Ottomans. Quoique vous ayez déjà spécifié une petite partie de la réponse que j'attends de votre part lors de la question que je vais vous poser, euh, euh, j'ose pourtant à vous faire la question suivante. Quelles ont été les raisons pour lesquelles le Kosovo a été ciblé par l'OTAN à la manière d'être bombardé? Je pourrais avoir une réponse personnelle, mais c'est seulement une opinion personnelle, pas bien sûr quelque chose d'officiel qui devrait être pris en compte par quelqu'un. Je pense que la Serbie en général, avec tous les territoires que détenait dans cette période-là, dérangeait un peu par le pouvoir économique, parce que la monnaie nationale de la Serbie pouvait être sans problème comparée avec, par exemple, la marque allemande ou avec les autres monnaies de l'Europe qui, bien sûr, représentaient une grande puissance économique. Et peut-être cela était une raison pour laquelle quelqu'un pensait un peu au fait de détruire un peu la Serbie. Donc, je veux pas dire une bêtise en ce moment-ci. Je veux seulement exprimer une opinion parce que c'est quelque chose de logique. Serbie comme la Serbie, la Yougoslavie, comme vous l'avez déjà dit, avait une attitude impartielle. Les officialités yougoslaves, au commencement de l'année 19, et moi aussi je sais ça, ont fait cette affirmation. Qui veut rester communiste peut très bien rester communiste, pas de problème. Qui veut adhérer à l'OTAN et en général au principe de l'Occident peut très bien le faire. Nous voulons rester impartiels. Donc, les Serbes, les Yougoslaves ont voulu maintenir une bonne relation avec les tous, avec l'Occident, avec les communistes, avec les Russes, avec les Américains, mais peut-être ce désir, ce souhait de rester impartiel était seulement un rêve interdit. Pourquoi c'est la Suisse, le seul pays qui a eu le droit pendant l'histoire de rester impartiel? Pourquoi les autres pays, par exemple, parmi lesquels la Roumanie aussi, ou les autres, n'ont pas pu bénéficier de ce droit? C'est seulement une question simple de ma part. Donc, je pense que c'était une première raison pour laquelle le Kosovo a été ciblé en 1999 par les troupes d'OTAN. Et c'est pourquoi je voudrais vous implier d'insister un peu sur cet aspect et de nous faire savoir quelles ont été les raisons principales, à votre avis, pour lesquelles le Kosovo a été ciblé sur cet aspect. Très bien. Ce qui est important, je vais faire un petit saut dans le temps depuis l'occupation ottomane, quand les Serbes se libèrent finalement, donc dans les guerres balkaniques de 1912-1913, le Kosovo revient enfin pour la première fois aux Serbes. Donc, du coup, c'est un moment qui est extrêmement important. Il y a, et il faut que je le précise là, la raison pour laquelle on en parlera peut-être plus tard sur le sujet des Albanais, on en parlera peut-être plus tard. En gros, le Kosovo revient à la Serbie. Mais il faut que j'explique maintenant. Je vais vous l'expliquer maintenant parce que sinon, ça va être plus facile pour comprendre.
Les Serbes ont toujours résisté et ne sont jamais devenus majoritairement, il y a quelques conversions, mais majoritairement, les Serbes sont restés fidèles à la foi chrétienne et orthodoxe. Les Albanais aussi. Les Albanais ont longtemps résisté contre les Ottomans, mais à partir du XVIIe siècle, et à cette époque-là, il n'y a pas d'Albanais dans ce qu'on appelle le Kosovo aujourd'hui. Les Turcs, les Ottomans ont fait des defters, c'est-à-dire des recensions, dans lesquels on a encore les documents aujourd'hui, ou desquels il ressort qu'il y a à peu près 2% de familles albanaises dans ce qu'on appelle le Kosovo aujourd'hui. L'essentiel est essentiellement, ce qui reste, pardon, ce sont essentiellement des Serbes, majoritairement. À partir du XVIIe siècle, les Albanais vont craquer, ils vont céder et vont commencer à se convertir massivement à l'islam. Et les Ottomans n'en peuvent plus de gérer les Serbes qui sont indomptables et donc du coup, il y a des phénomènes de migration assez importants aussi parce qu'il va y avoir des soulèvements. Les Ottomans vont réprimer ces soulèvements. Il y aura évidemment des massacres, il y a des morts, il y a des Serbes qui sont tués et puis il y a des Serbes aussi qui vont fuir, qui vont être accueillis, et c'est intéressant aussi pour l'histoire, qui vont être accueillis par les Autrichiens, par les Hongrois, par les Russes même. Donc, du coup, il y a des phénomènes migratoires assez importants. Et donc, du coup, pour occuper le territoire serbe, pour pouvoir faire laborer la terre ou travailler dans les mines, eh bien, les Ottomans vont faire venir des Albanais qui viennent de se convertir à l'islam. Ils leur disent, et les Albanais habitent dans des montagnes assez hautes, assez inhospitalières, et on leur dit, si vous vous convertissez, vous aurez l'argent, vous aurez des terres, vous pourrez entrer dans l'administration, vous serez respecté. Les Albanais, beaucoup d'Albanais, malheureusement, le font. Et vous avez rien de pire, je pense, entre deux peuples que le sentiment de traîtrise. Un ennemi, vous pouvez avoir du respect pour un ennemi. Vous pouvez vous battre contre un ennemi. Un ennemi peut faire des choses terribles contre vous. Ça reste un ennemi, vous êtes dans des camps opposés. Un traître ou la traîtrise, c'est beaucoup plus difficile à accepter parce que c'était votre frère d'armes et vous vous êtes battu pendant des générations pour le même idéal, pour la même foi, et tout d'un coup, votre frère d'armes lâche et se retrouve en face de vous. La situation est très difficile des deux côtés. Les Serbes de cette époque-là, alors je ne vais pas du tout généraliser sur le peuple, je généralise sur cette époque-là, enfin je pars de cette époque, ils voient forcément l'apostasie des Albanais comme une trahison, et quand ils voient en face d'eux les fils des Albanais qui sont battus contre l'Empire ottoman, se battent pour l'Empire ottoman, ça leur fait du mal. Et les Albanais qui vont venir occuper les terres serbes sont aussi mal en point parce qu'ils voient que les Serbes continuent de résister. Ils sont des sujets de seconde zone. Et les Albanais qui se sont fraîchement convertis savent que leurs propres parents avaient la même vie que ces Serbes-là. Donc, ça leur rappelle leurs origines. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette situation conflictuelle. Et progressivement, les Albanais vont devenir de plus en plus nombreux au Kosovo et en Metochi. J'apporte aussi une petite notion. Les Serbes parlent toujours de Kosovo et de Metochi. L'ouest de ce qu'on appelle aujourd'hui le Kosovo est la Metochi. Et c'est un vieux terme grec qui signifie terre d'église. C'est extrêmement important. Le Kosovo, ça n'est qu'une plaine pour les Serbes. Ce n'est pas un vrai territoire, ça n'est qu'une plaine. Aujourd'hui, on parle de Kosovo, on englobe beaucoup de choses parce qu'on a adopté cette terminologie pour la région. Mais les Serbes parlent de Kosovo et de Metochi. Donc, il y a progressivement de plus en plus d'Albanais qui vont arriver et qui vont petit à petit devenir majoritaires. Ils vont chasser les Serbes du Kosovo. Je reviens donc à votre question. Pourquoi, donc je saute maintenant dans les années 90, pourquoi est-ce qu'on fait la guerre au Kosovo? On aurait pu dire la Yougoslavie est détruite, la Croatie est indépendante, la Slovénie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine. Pourquoi est-ce qu'on attaque? Pour deux raisons. Parce que Milosevic est encore au pouvoir. Et donc, les atlantistes voulaient à tout prix affaiblir tout le pouvoir de Milosevic. Donc, ils l'ont fait de deux manières. Il y a eu un référendum qui est organisé plus tard pour séparer le Monténégro de la Serbie, ce qui est une ineptie totale d'un point de vue politique, religieux, culturel, historique. Et ils ont profité d'une faille historique, la rivalité ou les différends qu'il y a entre Serbes et Albanais. Les Américains vont s'en servir pour créer un foyer de tension. Les Américains vont toujours se servir, quand je dis les Américains, pareil, je ne veux pas globaliser, mais je parle de Washington et de la politique étrangère américaine qui est constante, qui est de là où ils peuvent, là où ils ont un intérêt géopolitique, s'ils n'arrivent pas à trouver une solution ou s'ils n'arrivent pas à payer pour avoir une solution, ils vont opposer différentes personnes qui peuvent être différents peuples. Ça peut être sur des lignes religieuses, ethniques, ça peut être sur des différents sujets. Ils vont les opposer. Comme il y a un différent historique entre Albanais et Serbes, plutôt que de ne pas tourner la page comme l'ont fait les Français et les Anglais, les Français et les Allemands, eh bien, au contraire, ils vont appuyer dessus parce que du coup,
Une fois que vous avez ce foyer de tension, vous permettez au complexe militaro-industriel américain de se déployer, de bombarder, d'installer des bases, d'installer des troupes, et vous contrôlez le territoire. Pourquoi, depuis l'histoire de l'humanité, est-ce que des pays envoient des soldats à l'autre bout du monde ou à l'autre bout sur d'autres territoires auprès des bases? Ce n'est pas pour la paix. Les Américains n'ont pas une volonté altruiste de mettre en place la paix dans le monde entier. Si ça avait été le cas, on en cueillerait les fruits aujourd'hui. Ils le font pour contrôler les territoires commerciaux, les routes commerciales. Comme je le disais tout à l'heure, le Kosovo est une route importante. C'est un croisement entre l'islam et la chrétienté. C'est un mini carrefour entre l'Europe du Sud, l'Europe du Nord. C'est également à l'intersection. Donc, du coup, vous avez le fameux corridor 10 ou 11 de l'Union européenne qui va de la Turquie jusqu'à la Hongrie, voire même jusqu'à Vienne. Et c'est également au croisement de ce corridor-là et du corridor des oléoducs qui pourraient passer de la mer Caspienne par la mer Noire jusqu'à la mer Méditerranée. Si vous faites un croisement sur une carte, vous voyez très bien que le sud de la Serbie, le Kosovo, est une zone qui est stratégique parce que du coup, elle est sur cette zone on va dire de frontière entre deux religions, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et aussi au croisement des chemins d'approvisionnement, des circuits de distribution des produits manufacturiers ou pas en Europe, des gaz et des hydrocarbures. Voilà pourquoi les États-Unis voulaient à tout prix faire la guerre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire une fois que la guerre est terminée? La première chose, est-ce qu'ils vont prendre les Serbes et les Albanais et dire, voilà, maintenant, on va vous apprendre à vivre ensemble, on va investir dans l'économie, on va créer le plein emploi, on va apprendre au peuple à apprendre mutuellement vos langues, à faire un Kosovo où tout le monde sera respecté, il y aura plein d'inquiétudes, quelle que soit sa religion, son ethnie? Non. La première chose que font les États-Unis quand ils terminent la guerre au Kosovo, ils construisent une base militaire. La base de Bondsteel est une des bases militaires les plus importantes construites par les Américains en dehors des États-Unis. Ils la construisent non pas au nord, qui est la zone la plus tendue, ils la construisent au sud. Donc, si vous voulez, ça, c'est la volonté, c'est la volonté des États-Unis de le contrôler. Et maintenant, si vous regardez l'ex-Yougoslavie, vous avez la Croatie qui est dans l'OTAN, la Slovénie qui est dans l'OTAN, la Macédoine du Nord qui est dans l'OTAN, le Monténégro qui est dans l'OTAN et une base militaire qui est au Kosovo. Donc, si vous voulez, les Américains ont placé, et plusieurs bases militaires, les Américains ont placé leurs bases, leurs hommes, leurs troupes en ex-Yougoslavie. Ça, c'était l'objectif. Ça, c'était l'objectif parce que maintenant, on va dire que toute l'ancienne ex-Yougoslavie, à part la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, sont sous la coupe militaire américaine. Les Américains ne mettent pas leurs soldats pour la paix, ils le mettent pour le commerce. D'un autre côté, il serait très bien si nous pouvions parler des souffrances des chrétiens orthodoxes au Kosovo, parce que d'habitude, on parle beaucoup, et moi aussi, on a beaucoup parlé des souffrances des musulmans. Bien sûr, j'en suis tout à fait désolé, et je le répète, et je vais toujours le répéter. Je serai toujours comblé par la souffrance de quelqu'un, soit qu'il est chrétien, soit qu'il est musulman. Pour moi, ça ne compte pas. C'est la vie humaine, la dignité de la vie de la personne humaine est beaucoup plus importante que tous les autres aspects. Mais on a exagéré dans une certaine direction, à mon avis, parce qu'on a trop parlé des souffrances des musulmans au Kosovo en disant les orthodoxes ont persécuté les musulmans et les musulmans n'ont pas eu de droits devant les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes. Ce n'est pas seulement les chrétiens orthodoxes, parce qu'il y a d'autres chrétiens aussi, peut-être catholiques, romains, peut-être une petite minorité protestante, néo-protestants, etc. Mais c'est clair, en général, en Serbie, au Kosovo, l'orthodoxie représente la majorité religieuse, parce que la Serbie est un ancien territoire orthodoxe, comme par exemple la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce. Mais c'est un peu regrettable pour moi, parce que personne ne prend comme les souffrances des orthodoxes, des chrétiens orthodoxes au Kosovo. Et on sait très bien, pendant la guerre du Kosovo, beaucoup de prêtres, par exemple, beaucoup de chrétiens, de laïcs orthodoxes ont perdu leur vie seulement du fait parce qu'ils ont eu l'audace de défendre les intérêts nationaux. Et c'est pourquoi je vous en prie de nous expliquer, d'ajouter quelques explications en ce qui concerne ces souffrances auxquelles je viens de faire référence. Donc, en quel termes devions-nous parler des souffrances des chrétiens orthodoxes pendant la guerre du Kosovo? Ces souffrances des orthodoxes du Kosovo datent du XIVe siècle, de la fin du XIVe siècle. Il ne faut pas oublier, c'est un long martyre que subissent les chrétiens orthodoxes au Kosovo. D'abord, sous 5 siècles d'occupation,
un peu plus de 5 siècles d'occupation ottomane, où ils ont été des sujets de seconde zone. Quand le Kosovo a été progressivement occupé par les Albanais que les Ottomans plaçaient, il y a eu plus de 22 vizirs albanais dans l'Empire ottoman. Les Albanais ont été encore plus durs avec les Serbes que les Ottomans. Que les Ottomans, ils ont une notion de Douma. Ils n'avaient pas cette vision de race, ce n'était pas la préoccupation. Pour eux, le sujet, c'était est-ce que vous êtes musulman ou pas. Et il y avait une espèce de certaine tolérance. Il y a même eu à une époque, au début du XVIIe siècle, Mehmet Paša Sokolović, qui est un ancien Serbe qui a été converti de force à l'islam par les musulmans, par les Ottomans, qui est revenu. Il y avait une espèce de tolérance qui était un peu plus grande pour les Serbes orthodoxes. Mais quand les Albanais sont arrivés, comme ils avaient la foi des néo-convertis, comme ils voulaient prouver aux Ottomans qu'ils étaient vraiment musulmans, ils étaient très, très durs avec les Serbes. Et ça n'a jamais disparu. Au début, quand la Yougoslavie monarchiste voit le jour à la fin de la Première Guerre mondiale, évidemment, le Kosovo revient à la Serbie, les Serbies se réinstallent, mais il y a eu quelques persécutions, ça c'est certain, contre des Albanais, mais globalement, ils laissent les Albanais sur place. Il y a encore beaucoup d'Albanais qui habitent le Kosovo et la Metochie quand les Serbes reviennent en 1918. Ça, pendant qu'il y a la Yougoslavie monarchiste, les Albanais vont plutôt faire profil bas. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Albanais, comme les Croates, comme les Bosniaques musulmans, se sont alliés aux nazis. Et donc, du coup, ils vont continuer de persécuter les Serbes. Après, avec l'arrivée de Tito, la persécution va être différente, mais elle va quand même se faire. Elle est larvée, mais on a quand même des récits tout au long depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusque dans les années 80. Les Serbes sont chassés, sont persécutés. Pourtant, c'est le pouvoir yougoslave qui est en place. C'est le parti communiste, le parti socialiste qui est en place, où il y a et des Albanais, et des Serbes, et des Roms, et des Gorani, et des Croates, et tout ce que vous voulez au Kosovo. Donc, du coup, on va dire ces personnes-là ne sont pas tellement un problème que les nationalistes, les mouvements nationalistes albanais, qui ont gardé les relents de ce qu'ils avaient. La Ligue de Prizren en 1878 a défini une ligne politique pour les Albanais. Et donc, du coup, c'est cette ligne qui est suivie, malgré la présence des communistes qui ferment les yeux. Ils ferment les yeux sur l'ultranationalisme albanais. Ils vont les persécuter. En 1980, si vous lisiez la presse étrangère, vous pouvez lire le grand quotidien, enfin le quotidien, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas le quotidien connu en France, Le Monde, il y a des articles sur la persécution des Serbes. Vous lisez The Economist de l'époque, on lit des articles des années 80 sur la persécution des Serbes, des orthodoxes, par les Albanais. Mais quand les Américains ont besoin de faire la guerre dans les années 90, on rebat tout ça du revers de la main. Ces persécutions n'existent plus. On va développer une rhétorique qui est fondée sur le mensonge. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus raconter la vérité. Pourquoi est-ce que Milosevic fait ce grand discours au Kosovo devant les Serbes? C'est parce que du coup, les Serbes sont persécutés. Et on ne parle plus de cette persécution qui est réelle, et c'est ce qui va ébranler d'ailleurs la Yougoslavie post-titiste, c'est que le thème de la Yougoslavie, la devise, c'était Bratstvo et Jedinstvo, la fraternité et l'unité. Mais il n'y a pas de fraternité et d'unité quand dans une région, vous avez une population qui s'attaque à l'autre. Et cette persécution va se poursuivre. Et après, donc Milosevic veut remettre de l'ordre. N'oublions pas qu'en 1998, vous avez plus de 1300 attentats sur ce petit territoire, essentiellement orientés, c'est intéressant, contre les Serbes orthodoxes et contre des Albanais. C'est-à-dire que des Albanais vont s'attaquer à d'autres Albanais qu'ils accusent de vouloir vivre en paix avec les Serbes orthodoxes. C'est extrêmement important. Il y a eu des guerres fratricides entre Albanais. Une fois que l'OTAN est arrivé, on aurait pu croire, justement, si on croit la rhétorique atlantiste nord-américaine, bon, les Serbes et les Albanais, vous êtes des peuples primaires, vous n'arrivez pas à trouver d'accord, vous ne pouvez pas faire la paix. Nous, les Américains, qui sommes des grands experts de la paix, nous allons vous montrer comment faire. On aurait pu se dire, OK, c'est un prix cher à payer, mais peut-être qu'il faut le faire. Depuis l'arrivée des Américains, la situation n'a fait que s'aggraver. En 1999, vous aviez dans les premières années 40 000 soldats de l'OTAN au Kosovo et en Métochie. Sur ce tout petit territoire de 11 000 km², 40 000. Le Kosovo est devenu une des plaques tournantes du crime organisé en Europe. Il y a eu plus de 1000 Serbes qui ont été assassinés sous le regard impassible des soldats de l'OTAN. Vous avez plus de 150 églises qui ont été détruites. Les églises que même les Ottomans n'ont pas touchées ont été détruites par des ultranationalistes albanais. Et les persécutions se sont poursuivies. Les Serbes vivent dans des enclaves. Donc, c'est des petits villages. Alors, ils ne sont pas entourés de barbelés, mais pendant les premières années, ils avaient la sécurité
normalement de soldats de l'OTAN ou de forces étrangères parce qu'ils étaient victimes donc, du coup, de ces assassinats. Aujourd'hui, en 2022, il n'y a pas les assassinats qu'il y avait au début des années 80, au début des années 2000, parce qu'il y a quand même pas mal de Serbes qui ont dû fuir le Kosovo et la Métochie. Mais vous avez, si vous lisez même les rapports du département d'État américain sur la situation des minorités au Kosovo, vous verriez qu'il y a une attaque tous les 2 jours ou tous les 3 jours contre des Serbes au Kosovo et en Métochie aujourd'hui. Donc, nous sommes plus de 20 ans après les bombardements de l'OTAN. Les Serbes sont toujours persécutés. La diplomatie atlantiste, la politique de nation building des Américains et de l'Union européenne est un échec total puisque des minorités se font toujours attaquer, agresser. Ces attaques, ça peut être comme les meurtres dont je vous parlais, donc on en a moins aujourd'hui, mais vous avez beaucoup de vols, de rapines, vous avez des jeunes qui se font tabasser parce qu'ils parlent la langue serbe. Vous avez quand même, il y a quelques années, le monastère de Visoki Dečani qui a subi plusieurs attaques à la roquette, sur lesquelles il y a eu des inscriptions à la gloire de Daesh et de l'État islamique. Le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine, qui étaient des pays, on va dire, qui étaient devenus musulmans, enfin en tout cas une partie de la Bosnie-Herzégovine et une partie du Kosovo étaient devenus musulmans sous l'occupation ottomane, mais c'était un islam light, hanafite, d'origine ottomane, qui n'était pas particulièrement prosélyte, qui n'avait rien à voir avec la caricature qu'on peut voir de l'islam aujourd'hui. Depuis l'arrivée des États-Unis et de l'Union européenne au Kosovo, vous avez 700 mosquées qui se sont implantées sur le territoire du Kosovo et de la Métochie. Et est-ce qu'ils ont gardé cet islam hanafite, généreux, enfin généreux en tout cas, qui savait vivre avec les autres religions, les catholiques, les orthodoxes? Non. Les Américains ont donné les clés de l'islam aux wahhabites saoudiens, à leurs alliés. Donc, du coup, vous avez des prédicateurs wahhabites qui arrivent au Kosovo et qui expliquent aux Albanais qui se cherchent une identité, parce que le Kosovo, ce n'est pas un pays. Ouvrez un livre d'histoire, il n'y a pas de pays qui s'appelle le Kosovo. Il n'y a pas de langue, il n'y a pas de langue kosovare, il n'y a pas de peuple kosovar. Donc, ils cherchent leur identité. Et une partie la retrouve dans l'islam radical, où ces wahhabites donnent de l'argent pour construire des mosquées, donnent de l'argent pour apprendre des hadiths ou des sourates du Coran, et ils vont donc du coup islamiser cette région dans un sens wahhabite, et ils vont les radicaliser, ce qui n'existait pas avant. Et donc du coup, vous avez 2 fronts contre les orthodoxes au Kosovo aujourd'hui. Vous avez des ultranationalistes qui ne sont pas particulièrement musulmans, qui sont musulmans, mais qui ne sont pas des wahhabites. Et vous avez des wahhabites qui sont en train de se radicaliser et qui considèrent… Les ultranationalistes n'aiment pas les Serbes parce que c'est les Serbes, et les wahhabites n'aiment pas les Serbes parce que c'est les orthodoxes. Donc, du coup, vous avez les Serbes qui se retrouvent entre les deux. Une petite information pour que vraiment les auditeurs comprennent. Le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine sont les 2 régions d'Europe qui ont donné par tête d'habitant le plus de djihadistes au Moyen-Orient. Donc, quand je vous parle je ne suis pas en train de parler de quelques individus qui se convertissent à cet islam radical. Je vous parle de régions entières qui ont été soutenues, financées, créées, inventées par les États-Unis, avec la complicité des autres pays atlantistes de l'Union européenne. C'est important parce que ce sont des faits. Ce n'est pas une projection, ce n'est pas une crainte, ce n'est pas une conspiration, c'est la réalité des chiffres. Et donc, la situation des Serbes orthodoxes est très difficile. Avec notre association humanitaire Solidarité Kosovo, nous allons les aider. Et je tiens à souligner, quand nous arrivons dans un village de Serbes, et il se peut, parce que c'est l'histoire, qui est des familles albanaises, même musulmanes, on a toujours donné de l'aide à tout le monde. Je ne suis jamais arrivé dans un village en disant « Ah, où sont les Serbes? On donne aux Serbes, on ne donne pas aux autres. » On donne à tout le monde. Et il y a beaucoup d'Albanais qui ne sont pas des ultranationalistes et qui ne sont pas des wahhabites et qui veulent vivre en paix avec les Serbes. Je le souligne parce que je pense que c'est important. Le problème des Albanais, c'est que leur élite a été reprise en main par des atlantistes qui ont dit « Vous devez chasser les Serbes de cette contrée parce que tant qu'il y aura des Serbes ici, il y a un risque qu'il y ait des soulèvements et que ce territoire nous échappe. » Nous échappe aux Albanais? Non, nous échappe aux atlantistes. Donc, cette culture anti-serbe est malheureusement entretenue par ceux qui ont dit qu'ils allaient faire la guerre pour apporter la paix. Oui, c'est vraiment une vraie propagande anti-serbe, malheureusement. Je me rappelle quand j'étais étudiant,
un professeur de nous à la faculté de philosophie nous disait la même chose. La Yougoslavie n'a pas su accepter la tolérance, héberger les autres et aimer les autres. Et c'est pourquoi la Yougoslavie a vécu cette tragédie. Elle a dû payer en conséquence. Mais ce n'est pas vrai. J'aimerais dire que la Yougoslavie, à l'exception de la Roumanie, parce que les Romains aussi ont su protéger les droits de toutes les minorités, en Yougoslavie, on a eu le même cas parce qu'en général, en Yougoslavie, il y avait la majorité orthodoxe, mais il y avait aussi une minorité catholique. Voilà le cas de la Croatie, de la Slovénie, ce pays-là, ce pays-ci est aussi un pays, une région une ex-région en plupart catholique. On a eu aussi les minorités musulmanes. Donc, la Yougoslavie a très bien su accepter les autres, a très bien su et mieux dit, a très bien compris l'importance de vivre ensemble, à la différence d'autres pays orthodoxes. Je ne veux pas donner un nom de ce point de vue parce que je ne veux pas être accusé par quelqu'un comme si j'étais comme si j'avais un parti pris, parce que j'ai aucun parti pris, je veux seulement défendre la vérité, trouver la vérité. Et c'est ce que je sais, parce que moi aussi, j'ai pu voyager un peu en Serbie. Moi aussi, j'ai eu l'opportunité de connaître quelques Serbes et ils étaient très modernes, ils étaient très en faveur de vivre ensemble. Ils avaient beaucoup d'amis qui étaient étrangers, qui appartenaient aux autres églises, aux autres religions, et ils pouvaient entretenir de bons rapports avec les autres. Donc, la Yougoslavie a toujours été caractérisée par cette unité en diversité, au moins du point de vue culturel et religieux. Et c'est une accuse qui n'a aucune raison. Et c'est pourquoi il serait très bien si nous pouvions mettre en évidence cet aspect aussi. Donc, s'il vous plaît, de parler un peu de la diversité religieuse et culturelle en Yougoslavie et aussi en Serbie contemporaine, pourquoi pas? Tout à fait. Et je pense que c'est extrêmement important. Vous savez, les ultranationalistes serbes détestaient la Yougoslavie parce que du coup, justement, et c'était il y avait cette approche multiculturelle qui était réelle. Et moi, je l'ai vécu petit. On voyait bien les personnes de différentes cultures, différentes religions. Il y avait quand même, ils étaient tous des peuples des Balkans. Ce n'étaient pas des cultures qui étaient importées. Enfin, en tout cas, ce n'étaient pas des peuples qui étaient importés. Et les gens ont été élevés dans cette éducation-là. Il n'y avait pas de dissension. Les dissensions étaient certaines de la Deuxième Guerre mondiale, mais justement, qui étaient liées de la Deuxième Guerre mondiale, même plus ancienne, mais au lieu de lutter contre ça, malheureusement, les pays occidentaux ont mis le feu sur ces braises. Mais il y a, en ex-Yougoslavie, vous avez quand même un des seuls pays européens, enfin, pas un des seuls, mais en tout cas, c'est un grand pays européen où il y avait plus de 20 millions d'habitants en Yougoslavie, où il y avait plusieurs millions de musulmans, où il y avait plusieurs millions de catholiques, plusieurs millions d'orthodoxes. Et ces peuples-là savaient vivre ensemble. N'oublions pas qu'ils ont, pour une bonne partie, quasiment la même langue, la même culture. Quand vous regardez la cuisine, c'était exactement la même chose. Donc, du coup, c'était une réussite d'un point de vue. Il fallait donner sa chance, c'était surtout par les temps qui courent, à ce grand pays qui avait différentes microculture, je veux dire, enfin, je dis microculture parce que je ne veux pas du tout dire qu'entre la culture orthodoxe et la culture musulmane, ce sont deux mondes très, très proches. Il y a des différences, mais les gens étaient capables de vivre avec. On accusait Milosevic d'être un ultranationaliste qui voudrait faire du nettoyage ethnique. C'est un mensonge. Milosevic est un yougoslaviste. Lui, ce qu'il veut, c'est le bratstvo et le jedinstvo, la fraternité et l'unité. Lui, il est très content dans son discours, comme je disais, où il disait on va défendre les Serbes, pas parce qu'ils sont Serbes, mais parce que du coup, c'est un peuple de la Yougoslavie qui se fait attaquer au Kosovo. Mais il est très content d'avoir des mosquées, il est très content d'avoir des églises. Il n'a pas de vision particulière là-dessus. Et à aucun moment est-ce qu'il a un discours anti-musulman. Au contraire, on lui prête cette pensée-là. Aujourd'hui, la conséquence des guerres en Yougoslavie, la Yougoslavie qui était un pays multiculturel, qui était un pays avec plusieurs langues, avec plusieurs religions, et qu'ils ont pris les failles ou les tensions, les lignes de tension historiques pour créer des États monoethniques, monoreligieux. Donc, c'est-à-dire que l'OTAN est soi-disant venu apporter la paix, la diversité, la fraternité entre les différents peuples. La Slovénie est un pays essentiellement catholique. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis juste en train de vous dire la différence entre le discours et la réalité.
La Bosnie-Herzégovine est multiculturelle, mais elle est fractionnée sur des lignes ethniques et religieuses. Vous avez une entité croato-musulmane qui ne marche pas bien du tout entre les Croates catholiques et les Bosniaques musulmans. Et vous avez la République, de Serbie, la Republika Srpska. Donc, du coup, sur les entités ethniques, le Kosovo est majoritairement albanais et ils font que chasser les chrétiens orthodoxes. Et vous avez le pays qui est le plus multiculturel aujourd'hui, qui reste la Serbie, qui a encore beaucoup de musulmans dans le Sandjak, autour de Novi Pazar, dans le sud-ouest du pays. Il y a des Albanais, beaucoup d'Albanais encore qui ne sont pas au Kosovo, qui sont dans le sud-est de la Serbie. Vous avez différentes religions, vous avez des catholiques, vous avez à Belgrade, vous avez une église catholique, vous avez des croates, vous avez… Donc, du coup, le pays qui a été accusé de vouloir mener une campagne de nettoyage ethnique, de vouloir créer la Grande Serbie, se trouve être le pays le plus multiculturel et le plus multiethnique et multireligieux des Balkans. C'est pareil, c'est important si on cherche la vérité de regarder les faits. Que disent les faits? Alors que la Croatie, quand les Croates, aidés par des soldats américains, ont chassé de la Krajina plus de 250 000 Serbes. Ça, c'est une politique de nettoyage ethnique. Ils sont arrivés, des Serbes qui étaient là depuis plusieurs siècles, qui avaient été invités par les Autrichiens et les Hongrois qui avaient peur de la montée des musulmans ottomans à l'époque, qui les ont fait venir massivement. Les Serbes qui étaient là depuis plusieurs siècles ont été chassés manu militari par des Croates aidés par les Américains pour y installer des Croates. Ça, c'est du nettoyage ethnique. Ça, c'est la réalité. Donc, du coup, il y a une espèce de schizophrénie dans ce discours qu'on va entendre dans les médias dominants, que les responsables politiques des pays membres de l'OTAN vont annoncer à répétition la paix, l'unité, les Serbes, c'est le nettoyage ethnique. Et puis, la réalité, c'est qu'ils ont créé des États monoethniques, ou alors ils ont créé des divisions ethniques. Donc, ils ont fait exactement ce qu'ils reprochaient à Milosevic et la Serbie, qui est censée être le pays le plus nationaliste, le plus qui déteste toutes les autres populations, se retrouve être le pays avec le plus comment dire, avec un des plus forts taux de pourcentage de peuples d'autres origines ou d'autres cultures. Donc, c'est important de chercher la vérité à travers les faits. Tout à fait. Maintenant, je pense à votre livre que vous avez fait publier en plusieurs éditions, Le Martyr du Kosovo, un livre qui devrait être traduit en roman néanmoins, à mon avis. Et moi aussi, si je pouvais faire un effort de ce point de vue, c'est-à-dire de le traduire en roman, je le ferais sans problème parce que moi, j'ai eu l'opportunité de le lire, de le parcourir en version électronique et les vérités que je trouvais en lisant tel livre ont été tout à fait époustouflantes pour moi, m'ont beaucoup touché et comblé. Et en le lisant, je me suis rendu compte du fait que nous avons vécu et nous vivons encore dans un grand horizon d'ignorance. C'est un fait duquel nous ne nous rendons pas compte parce que nous aussi, nous sommes devenus un peu ignorants et nous ne cherchons pas la vérité, nous ne cherchons pas l'histoire, nous voulons croire seulement en ce que nous voyons, pas en ce qui probablement se cache au-delà de ce que nous voyons. C'est un principe que j'ai développé tout au long de ma vie jusqu'à maintenant. Donc, c'est un livre qui devrait avoir beaucoup de succès, mais pas du succès dans le vrai sens de la parole, dans le sens, je ne sais pas, le sens, la perception habituelle que nous avons en général quand il s'agit du succès, devrait avoir le succès en sens spirituel, en sens académique, en sens historiographique, dans le vrai sens dont nous avons besoin, de notre conscience de nos jours a vraiment besoin, parce que nous avons oublié chercher, nous avons oublié le fait de nous interroger, nous avons oublié le fait de connaître le passé, de connaître l'histoire. Et ça, c'est une chose qui ne caractérise pas seulement l'État de Roumanie ou l'État de France ou l'État de n'importe quel autre pays. C'est un état général qui caractérise le monde d'aujourd'hui. Et le contemporain est soumis aux autres types de besoins. Par exemple, il a besoin de consommer, il a besoin de voyager sans connaître l'espace qu'il a visité, il a besoin de se nourrir sans penser au fait que peut-être la nourriture qu'il consomme pourrait être nocive pour sa santé.
et beaucoup d'autres aspects auxquels je pourrais faire référence. Et c'est pourquoi un livre comme le livre écrit, comme celui écrit par vous, Le Martyr du Kosovo, pourrait représenter un bon modèle qui aurait la capacité de nous faire revivre du point de vue de la recherche. C'est pourquoi je voudrais savoir si vous pouviez me dire, premièrement, quelles étaient les raisons pour lesquelles, ou mieux dit, qui vous ont poussé à écrire un tel livre, et si, dans un certain point de vue, vous avez été affecté, impacté, influencé par la guerre du Kosovo, et si oui, quelle a été la leçon principale que vous avez reçue de la part de la guerre du Kosovo? Et comment s'est-elle réfléchie dans le livre que vous venez de publier en plusieurs éditions? Je répète, c'est très important cette chose. Merci beaucoup, hein. Merci pour ces mots très, très sympathiques à l'égard du livre. Je vais vous expliquer. Je me suis beaucoup investi dans le livre. Au début, pour récolter des fonds pour aider nos missions humanitaires, j'ai fait énormément de conférences pour expliquer quelle était la situation. Et lors de ces différentes conférences, on demandait aux personnes de donner de l'argent pour qu'on puisse nous mener nos missions humanitaires et acheter ce dont on avait besoin pour les Serbes et les minorités au Kosovo. Et donc, du coup, j'ai beaucoup lu, évidemment, pour animer ces conférences, avec une particularité, c'est que, étant serbe, je peux être accusé de subjectivité. Et donc, du coup, il fallait que je fasse attention à ça. Comment est-ce que je peux faire pour raconter cette histoire du Kosovo tout en n'étant pas accusé de prosélytisme? Et donc, du coup, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de livres, évidemment d'auteurs serbes, je ne le cache pas, mais d'auteurs ou d'articles, d'auteurs américains, albanais, étrangers, allemands, pour avoir une vision vraiment objective. Je voulais comprendre, je ne voulais pas raconter une belle histoire du Kosovo serbe, je voulais raconter l'histoire vraiment du Kosovo. Et si ça colle avec des parties de l'histoire serbe, très bien, mais je voulais donner de l'histoire objective. Et donc, du coup, je pense que une des raisons pour lesquelles ce livre est apprécié, c'est que j'essaie de ne pas faire dans le prosélytisme serbe. Bien évidemment, je défends la version serbe parce qu'il se trouve, et c'est la conclusion de mon analyse, que cette version serbe est la version essentiellement réelle. Il y a des erreurs, il y a eu des crimes commis par les Serbes, il y a eu des choses qui n'ont été pas bonnes dans l'histoire, ça c'est certain, comme tous les peuples. Mais la version qui est racontée par les Serbes était complètement ignorée par les médias occidentaux, dénaturée, et ce sont des mensonges. Et si vous voulez, ou même malheureusement, je vais vous prendre un exemple qui est comme l'origine des Albanais qui disent qu'ils sont des descendants des Dardaniens, des Thraces, et on n'a pas de preuve de cela. Vous avez des historiens albanais qui le disent eux-mêmes, et vous avez des auteurs comme Noël Malcolm, qui lui a écrit beaucoup sur l'histoire du Kosovo et des Albanais, qui est pro-albanais, qui lui dit lui-même que les Albanais n'étaient pas majoritaires au Moyen-Âge. Donc, si vous voulez, quand je cite un auteur britannique pour dire que les Albanais n'étaient pas majoritaires au Moyen-Âge au Kosovo et en Métochie, je m'affranchis de la critique de subjectivité, parce que du coup, je prends un auteur étranger. Au début de mes conférences, je citais beaucoup d'auteurs serbes. Maintenant, quand je fais des conférences sur le Kosovo, je ne cite plus du tout quasiment d'auteurs serbes, parce que tout ce que je veux dire sur le Kosovo et la Métochie, j'arrive à trouver des sources d'étrangers qui racontent la vérité, qui sont des auteurs objectifs, qui sont des témoins, comme le colonel français Jacques Hogar, qui était commando de l'OTAN en 1999 au Kosovo et qui raconte dans une petite biographie sur le Kosovo comment est-ce qu'il recevait des ordres de ne pas tirer sur des extrémistes albanais qui étaient en train de tirer sur des réfugiés serbes. Et pourquoi est-ce qu'on lui a donné l'ordre de ne pas tirer sur les Albanais qui tiraient sur des réfugiés qui, eux, n'étaient pas armés? Parce qu'avec les réfugiés albanais, il y avait des commandos SAS britanniques. Et là, c'est un soldat français. C'est un commando de la Légion étrangère française qui raconte ça. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la propagande serbe. C'est un soldat français qui dit « Mais moi, je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce que mes amis britanniques étaient en train de tirer sur des réfugiés serbes ?» Bref. Donc, du coup, je peux le faire. Et j'ai écrit ce livre parce qu'à force de faire ces conférences, je me rendais compte, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a une méconnaissance totale. Il y avait une méconnaissance totale pour moi, d'abord. Moi j'ai découvert l'histoire comme n'importe quel Serbe. J'avais des vagues, des bribes d'histoire que j'avais apprises et qui font partie, on va dire, des traditions nationales. Mais
moi, je ne connaissais pas vraiment l'histoire du Kosovo et la Métochie. Ça m'a aidé moi-même à comprendre. Et si moi, d'origine serbe, je ne connaissais pas, vous pouvez imaginer les Français, ils connaissaient encore moins et ils étaient très, très loin. Surtout qu'il y a eu ces vagues de propagande, de mensonges. Donc, je me suis attelé à ça. Et le problème, c'est que c'était, au bout d'un moment, c'était devenu de plus en plus facile à trouver les failles dans la propagande. C'est-à-dire que la propagande est tellement grotesque, grossière, c'est qu'au bout d'un moment, ils ne s'appuient même pas sur des faits qu'ils exagèrent, ils inventent des histoires. Et donc, c'était très facile, grâce à des faits historiques, grâce à la confrontation d'idées, de montrer que, voilà, voici l'histoire du Kosovo, je vais vous la raconter avec des sources allemandes, françaises, serbes, ottomanes, évidemment. Voici ce qui s'est passé. Et puis, voilà ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, on a des responsables politiques comme Chirac, comme Tony Blair, comme Massimo D'Alema, comme Bill Clinton, qui prononcent le mot de génocide, par exemple. C'est un mot qui est terrible, qui fait peur. On ne veut plus parler de génocide en Europe. On espère que tout ça fait partie du passé et qu'on n'en parlera plus. Donc, c'est un mot extrêmement fort qu'ils emploient contre les Serbes en disant génocide. Et même moi, quand j'entends ça, j'y flûte. J'espère que nous-mêmes, les Serbes, on n'est pas en train de faire ça parce que vous ne savez pas. Dans une guerre, tout le monde est capable de commettre une atrocité. Et quand vous regardez les faits, à l'époque avant les bombardements de l'OTAN, il y a 2000 morts au Kosovo et au Métochie, 2000 morts suite à des combats entre groupes armés, et à aucun moment il y a une volonté de tuer un peuple parce qu'il fait partie parce que c'est un peuple en particulier. Beaucoup, je le disais tout à l'heure, des attaques des Albanais au tout début de la guerre sont contre d'autres Albanais. C'est-à-dire que les Albanais font de la purification dans leur… Alors, ce n'est pas de la purification ethnique, mais ils font de la purification dans leur propre rang parce qu'il y a des Albanais qui sont membres du Parti socialiste, parce qu'il y a des Albanais qui sont amis avec les Serbes. Donc, ça, c'est la réalité. On est très, très loin des chiffres qui ont été annoncés. Vous avez David Schaeffer, qui était l'ambassadeur spécial des États-Unis pour les crimes de guerre, qui annonce à un moment 150 000 hommes albanais tués. À cette époque-là, nous savons maintenant avec du recul qu'il y avait 2000 suite à des combats. Donc, on n'est pas en train de parler d'armées qui descendent dans un village, qui tuent tout le monde et qui les enterrent. Il y a 2000 personnes mortes dans un combat et à cette époque-là, on parle de génocide. Donc, si vous voulez, quand je prends, avec le temps en plus, moi j'ai commencé à écrire le livre dans les années, les conférences, je les ai commencées dans les années 2000 et j'ai sorti le livre en 2013. Donc, j'avais largement l'opportunité de comparer ce qui était dit par l'Ouest européen et les Atlantistes, les Américains, dans les années 90, et la réalité 10, 15, parfois 20 ans plus tard. Et donc, c'était facile de dire, regardez, ça c'est ce qu'il disait, ça c'est la réalité, ça c'est ce qu'il disait, ça c'est la réalité. Donc, du coup, voilà, c'est ce qui m'a motivé à faire le livre, et à écrire le livre. Et en plus, malheureusement, il n'y avait aucun livre, quasiment aucun livre en langue française sur le Kosovo. Et même si vous regardez, même en langue étrangère, anglaise, il y a très, très peu, en espagnol, en italien, il n'y avait rien. C'est très facile de mentir quand les gens ne connaissent rien. Le fait qu'il n'y ait aucun livre sur le Kosovo a facilité, ou qu'il n'y ait pas de livre, a facilité la propagande des pays membres de l'OTAN parce que les gens ne savaient pas. Donc, on pouvait leur dire n'importe quoi. Et le but de ce livre, c'était de rétablir la vérité, ou en tout cas d'apporter le débat. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, je veux discuter. Mais si on dit que ça, c'est noir et que moi je dis que c'est gris, je veux avoir la possibilité d'en discuter et de dire, attendez, vous avez dit ça en 98, voici la réalité. Quand les Américains traitaient l'UCK, qui est le groupe on va dire des milices albanaises, en 1998, le responsable, le détaché de Bill Clinton dans les Balkans dit que ce mouvement est un groupe terroriste, en parlant de l'UCK. Un an plus tard, les États-Unis disent que c'est un groupe de libérateurs. Ce sont un groupe de libérateurs qui sont en train d'émanciper les Albanais. Et nous apprenons en même temps qu'ils ont reçu de l'aide, du financement. Donc, si vous voulez, et ce sont des faits. Donc, du coup, j'ai mis ces faits dans le livre pour expliquer l'histoire du Kosovo, la réalité de la propagande des pays membres de l'OTAN. Et aussi, je propose des solutions parce que, mine de rien, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas facile si les Serbes réclament le Kosovo. Le Kosovo, aujourd'hui, a été déclaré indépendant en 2008, mais l'ONU ne reconnaît pas que le Kosovo est indépendant. Les pays qui représentent 5/7 de l'humanité
ne reconnaissent pas le Kosovo, la Chine ne reconnaît pas le Kosovo, l'Algérie, la Russie, le Brésil, beaucoup de pays africains, le plus grand pays musulman du monde, l'Indonésie, ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Donc le Kosovo est un échec. Est un échec. Il y a encore beaucoup d'instances internationales qui ne veulent pas accueillir le Kosovo en leur sein parce qu'il y a un problème, parce que la Yougoslavie, la Serbie dit que le Kosovo est encore serbe. Donc c'est un échec total, cette politique étrangère américaine dans les Balkans, en ce qui concerne le Kosovo, puisque les Serbes sont toujours persécutés. Je parle des Serbes, mais vous avez les Gorani, qui sont des Slaves musulmans, qui sont aussi extrêmement pauvres. Vous avez des Roms, et vous avez même des Ottomans, quelques petits villages de Turcs qui se plaignent aussi au Kosovo aujourd'hui. Donc, c'est un échec d'un point de vue social, politique. Au niveau international, un passeport du Kosovo va vous amener quasiment que dans des pays membres de l'OTAN. Voilà, pour résumer, et quelques autres pays proches, quand même, donc il y a une sorte, un peu plus. Il y a une centaine de pays qui ont reconnu, mais ce sont beaucoup de petits pays. Vous ne pouvez pas faire le tour du monde avec un passeport du Kosovo. Et aujourd'hui, le Kosovo, vous avez Belgim Kamberi, qui est un sociologue albanais. Donc aujourd'hui, je cite beaucoup d'Albanais aussi dans mon livre, hein, parce qu'il ne faut pas croire que dans cette histoire du Kosovo, il n'y a que la version serbe ou la version albanaise. Beaucoup d'Albanais critiquent ce qui s'est passé au Kosovo. Belgim Kamberi, lui, dit qu'avant, le rêve de tous les Albanais était de venir au Kosovo indépendant. Mais non, il dit que le rêve de tous les Albanais est de fuir le Kosovo. Le Kosovo, il y a quelques années, il y a plus de 100 000 Albanais qui ont fui le Kosovo. Olzi Jazeksi, qui est un historien albanais, lui aussi dit que le Kosovo est un protectorat américain. Donc, si vous voyez, il y a beaucoup dans l'intelligentsia albanaise qui résiste, vous avez des voix qui sortent, qui sont extrêmement intéressantes et qui disent que le Kosovo est une erreur, que le Kosovo ne fonctionne pas, que le vivre ensemble avec les Serbes ne fonctionne pas, que le Kosovo est une création des États-Unis. Et je pourrais quasiment faire aujourd'hui une conférence en citant que des auteurs albanais qui sont critiques du Kosovo. Et c'est extrêmement important parce que du coup, j'aimerais bien que ces voix-là soient plus entendues pour qu'on ne puisse pas dire, regardez, mais vous défendez la vision serbe. Non, moi, je voudrais défendre la vision juste. Je veux vraiment que les Albanais et les Serbes puissent vivre ensemble. On est voisins. On ne va pas vivre en guerre toute notre vie. Il faut trouver des solutions. Il faut en discuter. Mais la solution étrangère nord-américaine a été un échec. Il faut trouver une solution parce que malheureusement, le problème n'est pas réglé. Il peut de nouveau se transformer en conflit. Et malheureusement, on est arrivé à la fin de cet entretien, mais j'aurais pourtant une dernière question avant de fermer cette séance. Vous êtes d'origine serbe, mais vous vivez en France. Donc, Oui. dans un pays occidental, vous connaissez très bien comment aussi l'Occident, la vision de l'Occident. Bien sûr, comme partout dans le monde, il y a d'ombre et de lumière en ce qui concerne l'Occident et nous devrions premièrement embrasser les lumières de l'Occident parce que grâce à Dieu, il y a beaucoup de lumière qui caractérise les espaces occidentaux, surtout la France, un pays comme moi aussi. J'aspire et j'aime parce que je me suis formé en France de point de vue linguistique, de point de vue culturel, spirituel, et je peux dire que beaucoup de formateurs qui ont joué un rôle important dans ma vie sont d'origine française, de nationalité française. Donc, l'amour que je porte à la France, c'est pas infini. Et c'est pourquoi, chaque fois que j'ai l'opportunité d'arriver en France, d'écrire un article en français, de faire une interview en français, tout cela est une grande raison de joie pour moi. Donc, vous connaissez très bien la France, vous connaissez d'un autre côté très bien l'histoire de la Serbie, de la Yougoslavie, les souffrances qui ont été affrontées par les gens du Kosovo, vous connaissez tout cela. La question est, d'un autre côté, de ce que je sais, vous défendez beaucoup les valeurs de l'orthodoxie, de la foi orthodoxe, et vous êtes très fier d'être membre de l'Église orthodoxe en Occident, parce que, comme vous le savez, l'orthodoxie en France a commencé à jouer un rôle de plus en plus grand et important, et la minorité orthodoxe en France a une présence significative du point de vue moral. Surtout de point de vue moral. Et moi, j'ai eu l'opportunité de rédiger, de faire publier un livre d'entretien avec quelques Occidentaux, surtout français, convertis à l'orthodoxie. Et moi, je détiens quelques informations importantes en ce qui concerne l'Église orthodoxe en France. La question que je vous pose maintenant, c'est très général, mais très simple et en même temps très importante. Comment voyez-vous, en tant
citoyen serbe vivant en Serbie, comment voyez-vous l'avenir de la Serbie et en même temps l'avenir de l'Europe étant donné et tenant compte des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui et nous nous trouvons de nos jours. Quel serait votre avis en ce qui concerne l'avenir de notre société européenne générale, mais surtout de votre pays d'origine, c'est-à-dire la Serbie, par rapport à la conscience européenne? On traverse une période extrêmement difficile. On ne se rend pas compte, je pense, bon, les gens se rendent peut-être de plus en plus compte. Il y avait une espèce de fatalité. Cette situation, elle était prévisible. Je pense que beaucoup de penseurs ont vu que nous étions en train d'aller dans le mur. Le problème majeur, c'est l'avènement de l'athéisme et du matérialisme en Europe. On a cru qu'on avait trouvé un modèle où, avec le seul confort matériel, on pouvait combler des êtres humains. Or, la réalité, c'est qu'un être humain ne vit pas que d'eau fraîche, encore moins que d'amour et d'eau fraîche. On est des êtres incarnés et on a aussi des âmes. Et ces âmes ne sont pas nourries. Et on rentre dans un système qui a voulu nous nourrir que de jeux vidéo, de bien-être, de produits que nous achetons, que nous utilisons, que nous jetons. On a fait du mal à la nature, on a fait du mal à nous-mêmes et je pense qu'on est devenu extrêmement pauvre spirituellement. Et c'est pour moi la plus grande crise que nous traversons aujourd'hui, c'est cette pauvreté spirituelle qui justement, lors des crises économiques, se révèle parce que tant qu'on nous nourrit, tant qu'on a de quoi on a du pain et des jeux, les panem et circenses des Romains, tant qu'on a toujours ça, eh bien, on oublie que nous avons une âme. À partir du moment où on commence à rentrer dans des politiques de confinement, des politiques de pandémie, où on repart de nouveau de la guerre, eh bien, les personnes se disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Et ils n'ont plus le lien spirituel qui vont leur donner de la hauteur, qui vont leur donner de la confiance et qui vont leur donner la possibilité de gérer ces conflits, de gérer ces crises, la tête reposée. On a affaire avec aujourd'hui à cette société athée, donc du coup je pense à beaucoup de dérives et je pense que c'est à cause de cette déconnexion du spirituel que nous sommes en train de faire n'importe quoi d'un point de vue politique. Les méthodes d'avant ne fonctionnent plus. Les méthodes qui consistent à dire ben voilà, consommer et puis fermer les yeux, ça ne peut plus marcher. Et donc du coup voilà, on arrive à cette situation au même moment. Alors je pense surtout pour le monde occidental, au même moment où le monde musulman est en pleine ébullition. Alors, ce n'est pas un groupe compact unique, il y a beaucoup de divergences, de dissensions dans le monde musulman aussi, mais on voit que, en tout cas, eux, ils sont en train de se construire. Ils ont, d'un point de vue spirituel, réussi, enfin, en tout cas, dans l'ère moderne, ils sont en train de conserver leurs traditions. Ils sont peut-être même alors, il y a des dissensions entre musulmans, donc du coup, on ne peut pas dire que c'est un groupe compact, mais enfin, en tout cas, ils ont gardé cette valeur spirituelle. Il y a l'Asie qui est en train de se développer, il y a la démographie en Amérique du Nord. Donc, nous, on est en train de rentrer dans une situation où on est pauvre spirituellement, on est en train de s'appauvrir économiquement. Et donc, du coup, on rentre dans un grand trou noir, je trouve, de misère spirituelle et peut-être bientôt économique. Ce qui est important, je pense, c'est de renouer avec la tradition chrétienne. Et ça ne veut pas dire que tout le monde doit se convertir, ce serait bien, mais du coup, ce n'est pas une obligation. Mais du coup, il faut qu'on se souvienne encore d'où on vient, ce qu'on est, qu'on relise nos auteurs du passé. On a un trésor dans la chrétienté incroyable qui répond à tellement de besoins, à tellement de demandes des hommes, et on est en train de les mettre de côté. Et en même temps qu'on traverse ces pandémies, en même temps où il y a cette guerre qui revient en Europe, les questions en Occident, c'est de savoir, c'est même pas de savoir, c'est de dire qu'on peut fabriquer des bébés dans des éprouvettes et les vendre à des mamans, à des papas. C'est qu'on peut dire à des enfants dans les écoles françaises qu'une petite fille qui dit qu'elle est un petit garçon, eh bien, qu'il faut la gérer comme un petit garçon. Vous voyez, on arrive je ne parle même pas encore du transhumanisme où demain, peut-être que nous aurons les gens très aisés de la société achèteront des cerveaux bioniques ou des bras bioniques ou je ne sais quoi. Donc, du coup, tout ça fait peur. C'est une fuite en avant technologique, une fuite en avant du relativisme. Et je pense que c'est dangereux parce que ça fragilise la société. Elle perd ses repères. Elle ne sait plus d'où elle vient. Donc, elle ne sait plus où elle va. Elle n'a pas de continuité, je trouve, dans la construction. Et j'ai peur. J'ai peur pour l'Occident tel qu'elle est aujourd'hui en disant que si vous coupez les racines à un peuple, eh bien, celui-ci
celui-ci va mourir ou les feuilles vont partir dans la nature et ne vont pas servir d'humus nulle part. Je ne pense pas qu'on va disparaître parce que j'ai de l'espérance, mais on traverse cette période. Il faut, je pense, dans l'ordre des choses, que nous renouions avec nos racines chrétiennes, les auteurs, la tradition helléno-chrétienne, j'ai envie de dire, hein, on a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament, on a l'apport des grands philosophes grecs, des grands penseurs romains, des grands penseurs du Moyen-Âge, de la Renaissance. On ferait mieux d'apprendre de ça, d'apprendre du passé. Les guerres, nous savons aussi où ça nous a menés. Nous avons connu 2 guerres mondiales en Europe qui nous ont détruits, qui nous ont fait du mal incroyable, qu'on avait quasiment plus de morts pendant ces 2 guerres que pendant toutes les guerres depuis le début de l'humanité en Europe. On doit apprendre du passé et c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Ce qui nous manque le plus, c'est ce pouvoir, capacité d'apprendre du recul, à prendre des décisions à la tête froide. On est dans l'émotionnel, on est dans la surréaction et surtout, on est en train de prendre trop de décisions qui sont inspirées ou qui sont venues directement des États-Unis. J'ai sorti un livre récemment qui s'appelle « L'Amérique Empire », où je veux montrer que les Européens ne sont pas des Américains. Nous avons notre histoire, nous avons notre culture. Les Américains en font partie, mais depuis que nous nous alignons sur les États-Unis, si nous nous comportons comme si nous étions un protectorat américain. Du reste, c'est ce qu'ils disent. Zbigniew Brzezinski, dans Le Grand Échiquier, dit « part de l'Europe de l'Ouest comme d'un protectorat américain ». Et ces idées nouvelles, ces idées modernistes, progressistes, qui sont en train de saper les fondements de notre société, nous font du mal. Je pense qu'ils font du mal aux États-Unis aussi. Hein. Les États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont contre ça, mais on doit couper les liens avec les États-Unis, les garder comme amis. Je ne dis pas qu'il en faut comme ennemis. Je n'ai pas besoin d'ennemis. Hein. On doit essayer de vivre en amitié avec tout le monde. Mais les Européens doivent redevenir des peuples européens. On doit savoir régler nos problèmes entre Européens. On n'a pas besoin de l'aide ni de l'Amérique, ni de la Chine, ni du Togo ou de l'Argentine, hein, entre nous. Et ça peut se faire sur les fondements de la civilisation helléno-chrétienne qui nous unit, où nous avons des racines en commun, nous avons une religion globalement en commun, ce qui est différentes branches, ça c'est un fait, mais il faut qu'on s'axe là-dessus parce que dans les enjeux mondiaux qui arrivent, si nous disparaissons ou si nous faisons des tests sur ce qu'est un enfant, sur ce qu'est un bébé, sur ce qu'est un homme, à un moment où on va voir des centaines de millions d'Africains qui vont peut-être avoir une autre vision, d'Asiatiques qui ont une autre vision, et si on veut éviter le choc des civilisations, je pense qu'il faut l'éviter, eh bien, on doit être fort, non pas contre les autres, mais on doit être fort pour pouvoir se défendre nous-mêmes, pour pouvoir vivre, et puis vivre en harmonie avec les autres. On a tout intérêt à vivre en harmonie avec les peuples africains, avec les peuples asiatiques, avec les peuples arabes, mais du coup, on ne sera jamais respecté et on ne pourra pas y arriver si on n'a pas une identité forte et si on n'a pas une vision très claire et nette de d'où nous venons et où nous voulons aller. Et donc, je pense que c'est extrêmement important pour nous d'y arriver. Et on a ce trésor spirituel, intellectuel incroyable que peu de peuples, eux, ont, hein, je le dis très franchement, et c'est appuyé dans les ressources de notre histoire. Et c'est une très grande richesse qui vont nous aider, je pense, à travailler à bâtir, je vais finir là-dessus, à bâtir un monde qui sera multipolaire, qui sera intégré, qui sera très vite. On a intérêt à travailler avec le reste de la planète sur les enjeux écologiques, sur les enjeux du sous-développement, de la pauvreté. Il y a des sujets l'Occident vit sur des richesses qui ne nous appartiennent pas. On doit savoir mieux partager avec le reste du monde. Je pense que c'est indispensable. Mais on doit avant tout savoir qui nous sommes et avoir cette vision de partage, d'entraide et de paix, et non pas de guerre et d'individualisme et de destruction de nos civilisations. Une conclusion très belle de votre part, une conclusion qui devrait être entendue par de plus en plus de personnes. En tout cas, je vous remercie. Il m'a fait un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui en tant qu'invité pour ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour toute votre patience, pour toutes les réponses très profondes que vous m'avez données. Et j'espère sincèrement que cet entretien d'aujourd'hui pourrait être une belle leçon de vie, une belle leçon de conscience pour les autres, parce que au moins pour moi, tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui a représenté une grande leçon de responsabilité morale et une grande leçon d'attention du point de vue de la conscience et de mon intérieur, parce que je suis de plus en plus conscient du fait que je devrais être un témoin très responsable et très réflexif du point de vue de la pensée, parce que je me rends compte du fait que toutes les tragédies vécues par les autres pourraient être vécues par moi aussi ou par mes proches, par les personnes auxquelles je tiens de tout mon âme. Et comme dit un principe moral,
nous ne devons jamais oublier du passé parce que tout ce qui pourrait se répéter pourrait devenir à un moment donné une comédie ou au moins une tragicomédie. Et nous ne voulons pas ça. Et c'est pourquoi j'essaie d'être responsable du point de vue de l'éthique, de la pensée éthique. Et je suis convaincu du fait qu'aujourd'hui, nous devions nous concentrer sur le pouvoir du dialogue en public, en société, et c'est ce dont nous avons besoin de nos jours. C'est pourquoi je vous remercie d'avoir répondu d'une manière positive à mon invitation de participer à cet entretien et j'espère sincèrement que j'aurai l'opportunité à l'avenir aussi d'avoir d'autres entretiens avec vous, bien sûr si vous étiez en accord. Ce serait avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, pour la pertinence de vos questions et pour ce beau moment passé ensemble. Et j'espère bien que nous aurons d'autres occasions de rediscuter et j'espère même aussi un jour de se rencontrer. Bien sûr. Et vous pouvez toujours compter sur moi. Si je peux faire quelque chose pour votre association ou pour vos démarches, je serai toujours à vos côtés. Ah ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non. J'ai dit, chaque fois, si vous avez besoin de mon support pour vos activités, pour Ah oui. vos démarches, pour votre association, je serai toujours à vos côtés. Ah, c'est avec un grand plaisir, je n'hésiterai vraiment pas. L'association est en train de se développer et j'aimerais vraiment que cette association devienne européenne, c'est-à-dire qu'il y ait, alors ça prend du temps, mais qu'il y ait des participants. Vous voyez, les Européens, on n'en connaît pas assez bien les cultures des uns et des autres. Je ne suis pas du tout pour faire une culture homogène de tout, mais je pense que si on connaît mieux nos cultures, eh bien, et qu'on voit tout ce qui nous rapproche, parce qu'il y a tellement de choses et que c'est l'expression qui change, eh bien, on pourra éviter la guerre. C'est à partir du moment où on saura mieux exactement qui sont nos voisins, qui sont nos proches, de voir que l'essentiel, nous pouvons l'avoir ensemble, mais c'est l'expression qui est différente. On peut assurer la paix sur notre continent et je pense que c'est extrêmement important. Et c'est tellement riche et diversifié. On a tellement de cultures, tellement de belles choses en Europe, dans le monde entier. Hein, mais je ne peux pas avoir une vision avec tout le monde, mais tous les peuples ont et j'ai cette espèce de rouleau compresseur où on va dire, de la mode qui fait qu'on doit, voilà, on ne connaît plus nos histoires, on ne connaît plus notre littérature, on ne connaît plus nos classiques et on n'écoute que du Madonna, que des trucs comme ça. Il y a des choses contemporaines qui sont bien, hein, je suis le premier à le reconnaître, mais je voudrais plutôt valoriser la richesse que nous avons et puis la richesse entre les différents pays. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est vraiment que dans les pays, et notamment des pays d'Europe de l'Est qui ont beaucoup apporté, qui sont quand même moins gangrénés, moins malades que l'Europe de l'Ouest, je pense. Et je pense que l'Europe de l'Ouest a beaucoup à apprendre de nos frères de l'Est. Tout à fait. Je vous remercie encore une fois et à très bientôt. Merci, très très bientôt. Et franchement, je vous le dis juste, votre français est impressionnant. Je vous remercie. J'ai beaucoup de contacts avec le monde français. J'ai Ah étudié un oui. peu en France et c'est pourquoi. C'est la France, un pays à qui je dois beaucoup de ma formation. Et vous êtes où? Vous êtes en Roumanie, là? Vous êtes en France ou vous êtes… Non, je suis en Roumanie, j'habite à Bucarest, je suis professeur de philosophie, tant à l'université qu'au lycée. Je déroule toutes mes activités dans la capitale de Roumanie. D'accord. Non, non, mais votre français est juste impressionnant, quoi. Mais en tout cas, si j'ai l'occasion d'aller en Roumanie, je ferai appel à vous pour que nous déjeunions ensemble. Ce serait avec grand, grand plaisir, en tout cas, de Ah vous voir. oui, et j'espère que moi aussi, j'irai très bientôt à Paris et j'espère vous C'est habiter à possible. Paris. Oui. Ah, À j'espère vous Lyon. Moi, rencontrer. je suis à Lyon, mais je peux monter à Paris. C'est 4-5 heures de route. C'est Ah pas… oui, 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 je connais très bien le Paris, mais le Lyon aussi. Je connais très bien la France en général. Ah, bah, c'est superbe, ça. Un vrai ami. Bon, bah, Tudor, merci encore 1000 fois. Et puis, bah, à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Toutes mes amitiés. Amitié à vous aussi. Au revoir. Au revoir.